Buckle up, kiddies, and enjoy the ride. Donc, bonjour. Vous êtes sur Campus Grenoble 90.8 et vous êtes en place pour une émission de Pop en Stock France tout à fait spéciale puisque nous sommes, alors pas en direct du coup, en différé maintenant de l'amphithéâtre à l'université Grenoble-Alpes pour, alors deux raisons. D'une part, une raison, j'ai pas envie de dire accessoire quand même, soyons gentils avec nous-mêmes, c'est les 2 ans de l'émission ce mois-ci. Donc on voulait marquer le coup, 2 ans ce mois-ci qu'avec Jonathan Fruoco, mon inséparable compagnon de subversion radiophonique, nous faisons ces émissions consacrées à la pop culture sur le 90.8 que vous pouvez retrouver en podcast, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, que vous pouvez retrouver sur campusgrenoble.org, un peu de partout ma foi. Et il y a une deuxième raison, c'est qu'on voulait faire cette émission en public consacrée à Doctor Who. Série de science-fiction britannique célèbre parmi les célèbres si l'on est. Et pour l'occasion, on voulait faire venir un invité spécial aussi, puisqu'il fait partie des rares qui se sont intéressés, en France en tous les cas, à Doctor Who. Il s'agit de Florent Favard. Bonjour Florent. Bonjour. Qui était venu déjà en 2013 et nous l'avons, il est vrai, redécouvert. On se l'est remis en mémoire un petit peu hier à l'occasion du colloque Remake et Technologie organisé par l'ILCA 4 si je ne me trompe pas. Ouais. Il faut qu'on pense à remercier évidemment Campus Grenoble pour avoir et notamment Chris pour avoir permis la captation de cette émission. Qu'on remercie également ISA, la composante ISA de l'université Grenoble-Alpes, ainsi que l'Axe Média qui a permis d'organiser cette journée, de faire venir Florent. Et donc Florent Favard, il est spécialiste des séries télé et plus précisément justement de Doctor Who et Lost. Il nous vient de Bordeaux-Montaigne, il est docteur en audiovisuel, études audiovisuelles et cinématographiques. Et il va bientôt publier un ouvrage généraliste sur les séries télé aux éditions Blaise Pascal, et il s'est surtout intéressé à la question de la narratologie et complexité narrative, storytelling dans les séries télé. Donc autant dire qu'il est tout disposé à traiter cette question. Finalement, je tiens à dire que je suis le seul des 3 présent à ne pas avoir encore publié au niveau universitaire sur Doctor Who. Tu devrais avoir honte. Oui, non mais on peut pas tout faire aussi, Coco. Hein. Mais toi par contre, tu as publié justement sur Doctor Who. On fait partie de l'élite avec Florent. C'est un tout peu à fait. Des rares justement, je le disais, qui travaillent en termes francophones ou du moins en termes strictement français sur Doctor Who. Puisque tu as publié, toi, dans Iris, un article sur la figure de Merlin dans Doctor Who. Donc, tu auras sans doute l'occasion de nous en parler dans les interventions. Et Florent, il y a eu plusieurs articles, et notamment une thèse, la thèse de doctorat consacrée aux éléments narratifs, justement, dans les séries de science-fiction. Et Doctor Who faisait partie justement du corpus. Tout à fait. Si je ne dis pas de bêtises. Donc on a beaucoup de choses à vous dire parce que Doctor Who, ça a quand même 54 ans d'existence. Et là bon, autant dire qu'il y a de quoi faire, de quoi parler. Donc on va essayer de fonctionner de façon assez chronologique. Même si c'est un peu paradoxal pour un personnage qui voyage dans le temps et l'espace. Mais on va commencer par traiter donc des origines et de l'âge d'or de la série, une série qui date de 1963 à la base. Messieurs, je vous laisse y aller, vous êtes encore les plus calés sur la question classique, précisément. Florent.
Honneur aux invités. Première passe d'armes. Désigné volontaire. Allez. On en parlait déjà un petit peu ce matin lors de la conférence. La série, déjà, elle naît puisqu'elle doit boucher un trou dans la grille de programmation. C'est assez marrant puisque c'est une série qui, tout du long, sera finalement composée de fossés, de trous, d'espaces béants, des épisodes manquants, des longues pauses tout au long de la série. Donc c'est une série qui, au début pour la BBC, a une portée éducative. Elle est censée, grâce au voyage dans le temps, nous permettre d'explorer l'histoire. Et le premier docteur, le premier personnage éponyme, a d'ailleurs des allures à la fois de grand-père, mais aussi de professeur. Il va emmener sa petite fille, Suzanne, et 2 enseignants, si je me trompe, à travers l'espace et le temps. Et il y a cette dimension éducative qui est un petit peu fondamentale dans la série, qu'elle n'a jamais vraiment quittée, mais qu'elle a progressivement mise de côté, ou du moins embellie. C'est vrai qu'on est graduellement passé à autre chose très rapidement après les années William Hartnell, dans le sens où, comme tu le disais, c'est des épisodes essentiellement historiques. Il y avait un passage avec les hommes de Cro-Magnon, on avait un autre passage pendant la Révolution française, un arc qui était assez intéressant. Il visite aussi chez les Incas, donc on a toujours des intrigues un peu comme ça historiques qui permettent. On est sur l'historique un peu enjolivé, souvent on a une amélioration mais l'idée c'était vraiment de permettre aux enfants anglais de cette génération de découvrir de nouvelles époques, même si c'est assez vite passé à l'as finalement Oui. Très vite. Ouais. Mais dès le second Docteur, finalement, c'est James Chapman qui en parle, un des nombreux universitaires qui a travaillé sur la série et qui définit la série, qui la divise en aires. Et lui, il choisit les producteurs et productrices qui ont travaillé sur le programme. Et si Verity Lambert, la première productrice, s'est focalisée sur ce côté histoire, très vite, avec le renouvellement de l'équipe de production, on a eu la période focalisée sur les monstres, avec le second Docteur, beaucoup de monstres, les Yétis par exemple. Ensuite, on a eu des périodes avec beaucoup d'action, on en parlait aussi ce matin, avec le troisième Docteur qui se retrouve... John Pertwee qui fait du karaté. Ouais. Beaucoup d'explosions, beaucoup de combats contre un antagoniste en particulier, c'est le Maître, qui revient souvent le harceler sur Terre. On a une période d'horreur gothique avec le 4e Docteur, un petit peu avec le 5e. Le 5e, c'est plus une période comique. Ensuite, avec le 6e, on a quelque chose d'assez qui se veut aussi assez comique, mais qui peut être assez rebutant. Enfin, ça dépend des gens. Moi, le 6e Docteur, j'ai un peu de mal. C'est une période assez particulière. Beaucoup de monde qui a du mal avec Colin Baker, en fait. Oui. Je me permets juste de replacer un peu les choses au contexte. Je pense qu'il faut le faire pour ceux qui n'entendraient rien à la science-fiction d'une part et spécifiquement à Doctor Who d'autre part. Déjà, je pense qu'on peut dire le thème du voyage dans le temps, c'est pas neuf. Même à l'époque où le Docteur apparaît, pour les premières fois, c'est loin d'être neuf. C'est une thématique qui a traversé la science-fiction depuis fort longtemps. Le fait de remonter le temps, sachant que le Docteur, lui, visite non seulement des époques différentes, mais également des planètes, voire même des dimensions différentes. Et donc, le Docteur, qui est-ce, si je puis dire, c'est un peu la grande question. C'est, on pourrait dire sommairement, un personnage qui a donc beaucoup évolué en plus de 50 ans d'existence, vous l'aurez compris, qui se promène d'époque en époque, de planète en planète, de monde en monde, dans un vaisseau qui aura connu lui aussi de nombreuses versions, mais qui s'appelle le TARDIS, et qui va porter secours, porter assistance, par hasard ou parce que le TARDIS l'emmène résolument, consciemment on peut dire, dans les endroits où ça va pas et où on a besoin de lui. Voilà. C'est vraiment un personnage qui va d'univers en univers, de planète en planète à bord de son vaisseau, qui a différents assistants et assistantes dans son histoire. Et voilà, sommairement, on pourrait résumer le Docteur comme ça, même si effectivement c'est très sommaire, mais vous me pardonnerez. Et ça a été dit par Florent et par Jonathan, c'est une série qui a énormément changé de visage, et c'est à dessin que je parle de visage, puisque la particularité qui fait la série et qui a été un tour de force, c'est qu'à une époque, William Hartnell a dû quitter la série et qu'il a fallu trouver un moyen de la faire continuer. Et pour ça, on a mis en place, tu en as beaucoup parlé ce matin, Florent, on a mis en place le principe de la régénération, qui est en fait un prétexte
on va dire, scénaristique pour changer d'acteur, mais à l'échelle narrative des Time Lords, c'est une capacité de ce peuple extraterrestre à se régénérer, c'est-à-dire changer de visage, changer d'apparence et continuer à évoluer au travers de l'univers. Mais c'est surtout un tour de force narratif, en fait, qui a évidemment permis à la série de continuer, mais surtout qui a donné finalement une ampleur quasiment mythologique à cet univers-là, qui était absolument pas prévu à la base ni par Sidney Newman, le créateur de la série, ni par Verity Lambert, la première productrice. C'était pas du tout l'optique de la BBC à l'époque de créer quelque chose qui allait durer sur 50 ans ou qui allait avoir une dimension mythologique. Et le fait que le Docteur soit capable justement de changer de visage, de changer d'âge, de changer de... Il est intemporel, c'est un homme sans âge véritablement. C'est même plus un homme maintenant, puisqu'on va voir, on en reparlera dans la troisième partie de l'émission avec l'arrivée de Jodie Whittaker. Mais on a cette capacité finalement à représenter, à faire écho à toutes les époques, à tous les changements sociaux. Voilà, c'est quelque chose de très profond qui est à la base juste une magouille pour permettre à la série de continuer, alors que William Hartnell ne peut plus parce qu'il est malade et trop fatigué, quoi. Magouille certes, mais très bien pensé quand même. Ah, mais c'est un coup de génie. C'est un coup de génie comme il y en a très rarement à la télévision. Je veux dire, de cette ampleur-là, je pense pas que c'était... Non, il me semble pas que ça a été... Surtout parce qu'au fur et à mesure, on a brodé autour de cette régénération. Voilà, C'est-à-dire qu'au départ, ça avait vraiment l'air d'une magouille. On change l'acteur, on amène un deuxième docteur. Et puis progressivement, on tire parti de cette idée de régénération en catégorisant le programme à l'intérieur même du texte aussi. Il est divisé en aires parce que on a un premier, puis un second, puis un troisième docteur, et ainsi de suite. Et des compagnes et compagnons qui sont associés à tel ou tel docteur, une ambiance qui va avec, un costume qui va avec, et aussi on insiste progressivement sur ce changement de personnalité qui en même temps ramène toujours le docteur à ce qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire quelqu'un qui aide les gens à travers le temps et l'espace. Mais c'est surtout que le concept même de régénération arrive tardivement, je crois. C'est à partir du deuxième ou troisième docteur, on commence vraiment à utiliser le mot régénération. Au moment où ça arrive à William Hartnell, c'est juste qu'on croit qu'il va mourir, puis en fait finalement il change. Et c'est quelque chose. En fait, c'est ce besoin de définir quelque chose qui, jusqu'à maintenant, je veux dire, James Bond s'est jamais posé la question de savoir pourquoi il avait jamais la même tête. C'est accepté. Voilà. Ils auraient pu trouver une magouille similaire. Je veux dire, les Feux de l'amour font bien la même chose. Et 65 acteurs qui ont joué le même rôle, c'est pas grave. Ils partent du principe que c'est une série télé, donc les gens changent. Là, non. Narrativement, ça a été justifié. Et c'est ça qui est très fort. Peut-être parce qu'on est dans la science-fiction et qu'on a moyen de le justifier, Il y a le moyen de le justifier à l'intérieur de la diégèse, c'est-à-dire de l'univers fictionnel. Et à mesure que cet univers gonfle, c'est ça qui est intéressant avec les séries de science-fiction, c'est que comme c'est des mondes fictionnels qui sont en porte-à-faux par rapport aux nôtres, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent dans ces mondes qui n'existent pas dans le nôtre, mais ils ont un statut assez bizarre, assez ambigu. Ils sont très intéressants, mais ils manquent de cohérence si on n'y met pas un peu d'effort. Il faut les construire un peu, il faut les structurer. Sinon, comme il n'y a pas de correspondant entre les éléments de ce monde fictionnel et le nôtre, pour les comprendre, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Et j'en parle dans un autre manuscrit sur les séries de science-fiction que j'ai écrit. Il me semble que tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on appelle la mythologie d'une série télévisée, au sens des scénaristes, c'est-à-dire un monde fictionnel qui se structure, qui acquiert ses propres règles. Ça se voit d'abord dans la science-fiction, le terme apparaît avec The X-Files, mais on voit les effets bien avant, et notamment avec Doctor Who, on voit cette idée de progressivement donner un sens à la régénération, donner un sens à qu'est-ce que ça veut dire être Time Lord, on lui donne un peuple, une planète, une histoire, et progressivement... On va justifier scientifiquement le fait qu'il soit capable de se régénérer par cette proximité avec le vortex temporel, etc. Progressivement, c'est mis en place. Oui. Mais je pense que cette particularité-là tient non seulement au genre de la SF, mais ça s'adapte particulièrement au thème du voyage dans le temps, justement. Parce qu'on le sait, dans la série Doctor Who, il y a différentes versions du Docteur qui vont se croiser, se recroiser, justifier des retournements de situation. Bon, là, on va parler en termes très précis. Excusez-nous, mais l'épisode de Pompéi justifie le visage de Capaldi, mais on ne le saura qu'après. Voilà, il y a des retournements de situation très importants, et je pense que c'est lié à une acculturation de la série, c'est-à-dire qui
qui se régénère elle-même dans l'air du temps. Ce que je trouve intéressant, c'est que la série elle-même se régénère. On va en parler dans les transitions de l'émission, mais il faut préciser qu'effectivement, il y a des épisodes, je le disais en tout dernier lieu ce matin, il me semble, il y a des épisodes qui sont légendaires parce que précisément on les a perdus, on les a retrouvés, on les a reformatés, on les a rebricolés. Il y a des épisodes qui ont été retrouvés dans des endroits complètement improbables, et c'est souvent une espèce de running gag qui continue à sortir aujourd'hui. On va vous sortir que la BBC a retrouvé un carton dans des archives, on savait même pas qu'ils étaient là. Enfin, il y a vraiment une mythologie autour non seulement du Docteur, mais de la série en tant qu'objet d'étude et en tant qu'objet culturel, institutionnel maintenant aujourd'hui, je trouve. Parce que la régénération, en fait, a très vite pris un côté méta, comme tu le disais justement, avec changement d'époque, changement d'air, changement de showrunner, changement d'acteur, changement d'atmosphère, on a toujours ça. Ça vient de cette petite pirouette narrative à la base qui s'est appliquée à la totalité de la série. Et Clément, tu faisais référence à l'épisode de Pompéi. Peut-être pour préciser pour ceux qui ne voient pas forcément de quoi on parle, c'était alors avec David Tennant à l'époque, le 10e Docteur, donc qui se retrouve à Pompéi avec la compagne de l'époque qui est Donna Noble. Ils étaient censés visiter Rome, ils finissent à Pompéi la veille de l'éruption du volcan. Donc c'est un peu la panique, ils se retrouvent liés à une famille de nobles de Pompéi, enfin des marchands, dont le père de famille est joué par Peter Capaldi. Peter Capaldi qui, bien plus tard, des années après, se retrouve à incarner le nouveau Docteur. Donc, le côté méta vient justement du fait qu'il a fallu justifier. C'était pas nécessaire, c'était un choix des showrunners, des auteurs, de se dire, on va expliquer pourquoi on a le même acteur qui joue quelqu'un qui a absolument rien à voir des années plus tôt, et il se retrouve Docteur. Et ils vont trouver l'explication qui fait qu'en fait, il s'est souvenu de ce visage-là et que inconsciemment, au moment de la régénération, parce que la leçon que lui a donnée cette rencontre avec cette famille-là a influé sur la personne qu'il allait devenir. Mais à la base, c'était juste... Encore une fois, c'est pas des explications qui sont nécessaires, on leur en demande pas tant. Non, puis elles n'étaient pas prévues, très clairement. Russell T. Davies, dès qu'il a su que Peter Capaldi allait devenir, a contacté Steven Moffat, et ils ont échangé sur le sujet. Mais du coup, après coup, voilà, c'est devenu canon après coup. Mais d'ailleurs, juste pour en rester sur Pompéi, ce qui est intéressant, c'est que cet épisode diffusé en 2008, si je me trompe, donc épisode du 10e Docteur, il y a aussi Karen Gillan qui apparaît dedans, aussi, en tant que prophétesse. Et elle deviendra ensuite la compagne du 11e Docteur, mais dans un autre personnage complètement différent. Et là, on ne justifie pas du tout la ressemblance entre les deux. De toute façon, elle est un peu masquée dans l'épisode. Elle est maquillée un peu, là, ouais. Mais aucun besoin de justification. Que c'était déjà arrivé dans la série classique avec Colin Baker qui avait joué un garde, je crois, quelque part, tout à fait, oui, dans le fond. Mais là, ils n'ont jamais cherché à justifier pourquoi Colin Baker s'était retrouvé à jouer le Docteur derrière. À l'époque, ils s'en foutaient un peu. Ils n'allaient pas aussi loin. Oui, quoique, ils commençaient à aller loin à l'époque du 6e et du 7e Docteur. Ils commençaient justement à... On arrive déjà à un moment, on approche de la suspension de la série en 89, suspension, pas annulation, où ce besoin de continuité se fait énormément sentir, et notamment avec le 7e Docteur. On sent ce besoin de retrouver une biographie du Docteur, d'expliquer peut-être des secrets qu'on ne nous aurait pas encore dit sur ce personnage mystérieux qui traverse les âges, qui change de visage, mais qui finalement reste très, très secret. Et ce besoin de continuité qui, selon certains, aurait été à l'origine de la suspension de la série en 89. Je pense aussi, oui, parce qu'en fait c'était devenu très très dur à suivre. Si on débarque dans Doctor Who avec le 5e, 6e ou 7e Docteur, les 3 quarts du temps on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas qui fait quoi, parce que c'est devenu un secret d'initié, quoi. Si on n'a pas les 30 ans qui vont avant, on ne comprend rien. Tandis que maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé. Cette régénération de la série à chaque nouveau changement de Docteur permet de se rattacher au wagon génération après l'autre. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'à l'époque de la série classique, donc recitons les bornes, 63-89, on est dans une période où la télévision est très épisodique. Et c'est le cas pour Doctor Who dans les années 60-70. Et progressivement se met en place quelque chose de feuilletonnant qui est presque annonciateur de ce qui va se passer et de ce qui se passe à cette époque aux États-Unis, avec une lente montée en complexité narrative des programmes qui vont devenir un petit peu plus feuilletonnants. Les épisodes se suivent, il faut commencer à suivre un peu la série pour comprendre certaines choses qui sont en train de se passer. Donc Doctor Who était déjà dans cette optique-là, et même ciblé spécifiquement le public culte, le public qu'aujourd'hui on appellerait les nerds.
Un public de geeks qui s'attache à détailler la xéno-encyclopédie de la série, c'est-à-dire l'encyclopédie du monde fictionnel. Et aujourd'hui, tu peux passer ta vie à regarder des séries télé, parce que le genre télévisuel sur ce plan-là a littéralement explosé. Parce que le format l'a permis, hein, et puis il y a des plateformes qui en ont fait leur beurre, si je puis dire. Mais aujourd'hui, le genre de la série télé est encore plus démocratisé qu'il ne l'était il y a justement quelques années en arrière. Je me demande même si les gens ne regardent pas plus de séries télé qu'ils ne vont au cinéma aujourd'hui. Alors là, après, il faudrait voir les stats, hein, mais à mon avis, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas du tout. Donc la série moderne, bon, je déborde pas trop parce qu'on va en parler juste après, mais la série moderne aujourd'hui, elle tire peut-être aussi une partie de sa force de cet engouement pour les gens du genre de la série télé lui-même. Tout à fait. Mais surtout, en fait, c'est que ce côté feuilletonnant dont tu as parlé, Florent, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans la série classique, dans le sens où déjà il y a un nombre d'épisodes qui est absolument hallucinant. 26 saisons. Bon, il y a 26 saisons, mais je veux dire, ce que nous maintenant on va avoir un épisode double ou très très rarement un triple, c'est déjà exceptionnel. Déjà on a des épisodes de 40 minutes, des fois un peu plus longs quand c'est des épisodes spéciaux genre Noël, mais à l'époque c'était un arc narratif qui pouvait être découpé sur 10 épisodes de 20 minutes, ce qui fait énormément d'épisodes à suivre, et c'est un côté pratiquement soap opéra au bout d'un moment. Et d'ailleurs, Verity Lambert, quand des années plus tard, je crois peu de temps avant sa mort, elle en avait parlé, elle avait expliqué sa décision de quitter Doctor Who au bout de 2-3 ans, parce qu'elle avait dit, il y en a qui se voient faire du soap opéra toute leur vie, moi je pouvais pas faire ça tout le temps. J'ai senti que la série avait besoin d'une nouvelle énergie créatrice derrière. Mais cette idée d'utiliser le mot soap opéra pour parler de Doctor Who, dans le sens où c'est quelque chose qui est sur la longueur, des dizaines et des dizaines d'épisodes filmés à la suite, à la chaîne, vraiment, parce que c'est comme ça que c'était filmé à l'époque, ça donne vraiment une idée de ce que pouvait représenter la série à la base, quoi, la façon dont c'était produit surtout, et consommé. C'est intéressant parce que Verity Lambert utilisait le terme soap opéra. C'est ce que j'ai lu. À l'époque. C'était dans Doctor Who Magazine des années 80, je crois. D'accord. 90, je sais. Parce que finalement, le format de Doctor Who se rapproche beaucoup plus de celui du serial cinématographique. Oui. C'est une série d'épisodes diffusés au cinéma semaine après semaine ou mois après mois, qui forment une histoire complète en 10-12 épisodes. C'est les Flash Gordon, par exemple, dans les années 30. Et c'est un format qui a été pas mal appliqué à la science-fiction et qui se retrouve finalement dans Doctor Who. Ces histoires qui s'étalent sur 4 à 10 épisodes de 20 minutes. C'est finalement un petit peu plus que le format du soap opéra à proprement parler, qui est quelque chose qui se renouvelle éternellement, mais sans avoir finalement des intrigues aussi compartimentées que celles de Doctor Who. Je pense que la référence au soap opéra vient surtout du mode de production pour elle. Elle était productrice, donc c'est vraiment la façon dont est produite la série, et c'est vraiment une production à la chaîne. Donc je pense que c'était pas tant narratif que à ce niveau-là, quoi. Mais c'est intéressant justement qu'à l'époque on l'ait vu comme soap opératique, alors qu'aujourd'hui justement la série est un petit peu plus... Tout sauf ça, enfin je veux dire... Oui, maintenant il y a... Alors il faudrait... Ce serait intéressant de se questionner un petit peu sur quel était... Parce qu'on peut maintenant témoigner de la réaction des gens de maintenant, donc des fans. Bon, on sait malheureusement... Je suis persuadé qu'il n'y a personne de plus mauvaise foi qu'un fan. Hein. On le voit quand Moffat a annoncé qu'il quittait les réseaux parce qu'il n'en pouvait plus des réactions des gens dès qu'il y avait le moins de changements. Alors que cette série est poussée par le changement. Cette série est changeante, est mouvante par définition, et on en parlera avec les annonces les plus actuelles qui ont suscité toutes les passions et tous les commentaires des plus éclairés ou plus débiles. Mais, et là c'est une véritable question que je vous pose, parce que je ne sais pas, quelle était la réaction des gens à l'époque de la série classique, justement. Il y a quelques recherches qui ont été faites dessus. J'ai amené avec moi une partie des Doctor Who Studies, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas le voir, mais Florent a une biographie assez conséquente, hérissée de petits post-it. Qui ne représente qu'une fraction de tout ce qui a été écrit dans les écrits académiques sur Doctor Who. Et c'est vrai qu'il y a peu de gens qui travaillent aujourd'hui sur la série classique et les Doctor Who Studies. Ce qu'on appelle les Doctor Who Studies, cette étude de Doctor Who, ça a commencé avec un ouvrage fondateur de 1983. Donc c'est vrai qu'avant 1983, on a cette zone aveugle pour les 2 premières décennies de la série,
on n'a pas vraiment eu de recherche. De toute façon, il n'y avait pas vraiment de recherche sur Non. la culture populaire, audiovisuelle, télévisuelle à cette époque-là. Il y a cette zone aveugle. Et après, dans les années 80, effectivement, Henry Jenkins, notamment, a travaillé sur les publics de Doctor Who et Star Trek. Et là, déjà, on avait un public, mais Jenkins s'est focalisé notamment sur ces publics qui allaient devenir les geeks d'aujourd'hui, c'est-à-dire des gens focalisés sur la continuité. Disons que cette apparition d'un public geek, très souvent, elle est liée avec, à 77, avec l'arrivée de Star Wars, et justement l'idée que, à l'époque de la pré-production de Star Wars, le producteur, dont le nom m'échappe complètement, avait fait le tour justement de toutes les conventions. C'était pas des conventions de science-fiction, mais c'était les conventions d'informatique de l'époque, parce qu'il cherchait des gens capables de produire des effets spéciaux un peu hallucinants pour l'époque. Et il a senti en fait cette petite vibe. Il arrive avec des posters, des images, des artworks. Il a produit un public niche avant même la sortie du film, rien qu'en parlant à ce public-là de fans d'informatique qui allaient devenir les nerds, les geeks par la suite. Donc en 63, on est bien longtemps avant ça, et c'est vrai que le public n'est pas forcément le même. On n'a pas cette même conception d'un public geek, entre guillemets. On a surtout un public enfant à l'époque. C'est surtout conçu pour les enfants. Les parents vont regarder parce qu'ils regardent avec leurs gosses. Et surtout, il n'y a pas énormément de chaînes, donc à ce moment-là, les enfants regardent Doctor Who, donc les parents regardent avec. Mais surtout, d'ailleurs, ce qui a valu pas mal de commentaires à l'époque quand les Daleks sont arrivés, parce que les gosses avaient peur. Mais c'est vrai que c'était surtout un public enfant à l'origine, quoi. Ça a évolué au fil des années. Dans les années 70-80, ça a évolué, mais à l'époque, c'est une tranche d'âge beaucoup plus basse. En plus, Jonathan, toi et moi, on en a été parfaitement témoins lors d'une conférence qu'on a donnée il y a quelques années, oui, pour justement le 50e. On a vu ce public de tous les âges, et on a eu notamment la question d'une petite fille qui devait voir, je sais pas, 8-10 ans, et qui regardait Doctor Who avec ses parents. Alors, les enfants comprennent ce qu'ils peuvent en comprendre. Nous, on considère toute la notion mythique qui sera pas compris avec les mêmes termes par les enfants, mais c'est pas grave. C'est bien la preuve que Doctor Who peut parler enfin aujourd'hui en tout cas, à toutes les générations. Et même si on pense à la série classique, à la base, le Docteur est un grand-père qui voyage avec sa petite fille Suzanne et qui a un peu un rôle didactique, pédagogue. Voilà, donc c'est tout à fait cohérent. Aujourd'hui plus encore, même si effectivement la série s'est assombrie, ça c'est une vérité, mais c'est tout à fait... Elle s'assombrit, c'est vrai qu'en fonction des époques, oui, en fonction oui, des showrunners. On ne sait pas ce que va devenir la série dans 10 ans, quoi. C'est vrai que... Oui, bien sûr. Mais le côté grand-père, en fait, était voulu déjà parce qu'à la base, c'était conçu pour les enfants. On arrive avec William Hartnell, et on en parlait justement hier, cette idée que William Hartnell, quand il arrive, son docteur est très dur, il est froid, il n'hésite pas une seconde à rabaisser les gens s'il le faut, à montrer qu'il est plus intelligent que tout le monde. Ça n'a pas bien changé, ça, hein. Le docteur continue de le faire. Mais, surtout avec Capaldi, d'ailleurs. Oui, mais parce qu'il y a un écho justement sur le docteur de Hartnell. Mais William Hartnell, en fait, il y avait une espèce de symbiose qui s'est jouée entre William Hartnell, l'homme, l'acteur, et le rôle qu'il a joué. Parce qu'au fur et à mesure où Doctor Who est devenu célèbre auprès des enfants, Hartnell est devenu plus populaire, lui qui avait eu jusqu'à maintenant une carrière, on va dire, un peu secondaire, quoi. Il était en fin de carrière, en fin de vie, il avait joué des militaires, il avait toujours ce côté très froid, très dur, qui lui collait à la peau. Et là, des gosses commencent à lui courir après dans la rue. Ça devient vraiment une figure de grand-père pour des millions de gosses en Angleterre, de l'Angleterre de l'après-guerre. Donc ils avaient besoin de cette figure un peu protectrice, et là pour les guider, les prendre par la main, les protéger des monstres, surtout des monstres qui ressemblent à des SS. Et c'est vrai que Hartnell a évolué, et son docteur évolue. Quand on regarde la série, les premières saisons, on sent que son personnage s'attendrit au fur et à mesure des saisons. Et le premier docteur, les derniers épisodes, n'est pas celui du début. Peut-être par contact avec les gens, les aventures qu'il a vécues, mais surtout parce qu'Hartnell a changé en tant qu'homme au fur et à mesure de son contact avec des enfants, quoi. Et c'est ça qui est très fort au niveau de ce contact avec le public. C'est encore une fois, comme on le disait, ce côté méta de la série qui est assez rare. Et bien justement, c'est parfait comme transition, parce que je pense qu'on va largement en parler dans la seconde partie de notre émission, parce que le méta, pour moi, c'est l'essence même de cette série. Alors ce que j'appelle méta, je précise pour les gens qui n'y entendraient pas trop
ce terme, c'est que en fait la série ou l'imaginaire réfléchit sur elle-même ou sur lui-même. Voilà, on parle d'imaginaire au travers de l'imaginaire, on parle de la série Doctor Who à travers de la série Doctor Who, de la façon dont nous on l'aperçoit. Et c'est quelque chose que le retour à l'antenne et l'ère Moffat ont beaucoup travaillé, même si ça avait déjà commencé avec Russell T Davies, il faut être très franc là-dessus. Je vous propose donc une première petite pause musicale, les amis. Sachant que toutes les pauses musicales sont Doctor Who. Hein, Oui, et donc si tu peux nous l'annoncer. Alors la première, ce serait, je crois, c'est possible que ce soit Love Don't Roam, qui sont deux compositions de Murray Gold pour l'ère David Tennant. Donc la première, c'est Love Don't Roam. Eh ben, allons-y et on se retrouve tout de suite après. Well, I roamed about this earth with just a suitcase in my hand. And I've met some bug-eyed Joes, I've met the blessed, I've met the damned. But of all the strange, strange creatures in the air, at sea, on land, oh my girl, my precious girl, I love you, you understand. So reel me in, my precious girl, well come on, take me home. 'Cause my body's tired of traveling, and my heart don't wish to roam. No, no. I have wandered, I have rambled, I have crossed this crowded sphere, and I've seen a mess of problems that I long to disappear. Now all I have's this anguished heart, for you have vanished too. Oh my girl, my precious girl, just what is this man to do? So reel me in, my precious girl, come on and take me home. 'Cause my body's tired of traveling, and my heart don't wish to roam. Yeah, reel me in, my precious girl, come on and take me home. 'Cause my body's tired of traveling, and my heart don't wish to roam. No, no. Well, you took me in, you stole my heart, I cannot roam no more. Because love, it stays within you, it doesn't wash up on the shore. And a fighting man forgets each cut, each knock, each bruise, each fall. But a fighting man cannot forget why his love don't roam no more. Oh, reel me in, my precious girl, come on and take me home. 'Cause my body's tired of traveling, and my heart don't wish to roam. Yeah, reel me in, my precious girl, come on and take me home. 'Cause my body's tired of traveling, and my heart don't wish to roam. Yeah, walk with me, my love, walk tall, walk proud, walk far. Oh, you know my love, you are my shining star. Walk with me, oh my love, walk tall, walk proud, walk far. Oh, you know my love, you are my shining star. You are my precious girl, come on, take me home. My body's tired of traveling, and my heart don't wish to roam. Reel me in, my precious girl, come on, take me home. My body's tired of traveling, and my heart don't wish to roam. Reel me in, my precious girl, come on, take me home. My body's tired of traveling, and my heart don't wish to roam. Clara sometimes asks me if I dream. Of course I dream, I tell her. Everybody dreams. But what do you dream about, she'll ask. Same thing everybody dreams about, I tell her. I dream about where I'm going. She always laughs at that.
But you're not going anywhere, you're just wandering about. That's not true. Not anymore. I have a new destination. My journey is the same as yours, the same as anyone's. It's taken me so many years, so many lifetimes, but at last I know where I'm going. Where I've always been going. Home. The long way round. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour l'émission Pop en Stock France, enregistrée en différé pour le coup. Nous nous excusons, nous n'avons pas pu être en direct pour des raisons tout à fait indépendantes de notre volonté, mais cette émission a quand même été captée au sein de l'amphithéâtre de l'université Grenoble-Alpes. Et nous sommes partis pour la deuxième partie de notre émission spéciale anniversaire de Pop en Stock France consacrée à Doctor Who avec Florent Favard, spécialiste des séries télé et en particulier de Doctor Who, un des rares français à se pencher sur ce très très vaste sujet. Et c'est vraiment un plaisir de l'avoir avec nous. Et on est parti les amis pour le retour à l'antenne puisque, on l'a dit, en 89 la série s'est arrêtée. Mais elle est revenue en grâce, si on peut dire, elle est revenue à l'antenne et moi je l'ai découverte à cette époque en 2005. Et puis par la suite il y a eu l'engouement qu'on connaît. Donc on y va. Ce que je voudrais dire, c'est me placer dans la position que j'occupais à l'époque, en 2005. C'est un pote à moi qui m'a dit « Tiens, je vais te montrer un truc, tu vas adorer, ça va te plaire. » Bon, admettons, une série de SF, très bien. Et puis j'ai vu une blonde un petit peu paumée, ma foi, fort sympathique, la personne de Rose Tyler, qui d'un coup d'un seul se retrouve entourée de mannequins en plastique un petit peu bizarre dans une cave. On se dit oula, et d'un coup débarque un homme, débarque de nulle part, qui se présente comme étant le docteur et qui après avoir appris l'identité de cette jeune personne, lui demande de courir pour sa vie. En gros, et on est parti comme ça, et le docteur a filé tête baissée, si je puis dire, vers de nouvelles aventures, et Rose Tyler s'est mis à chercher l'identité de ce mystérieux man in a blue box. Et c'est exactement la posture dans laquelle se trouve le spectateur de l'époque, j'en suis persuadé, parce que je suis sûr que beaucoup de monde ignorait et ignore toujours que cette série a à la base 54 ans d'existence et qu'elle a eu toute une ère classique. Il y a énormément de méta et de références à la série classique aujourd'hui, on l'a dit, mais je pense que le tour de force de l'époque, c'est justement d'essayer de rebooter, si on peut dire, même si c'est plutôt un terme qu'on réserve, on va dire, aux comics ou au cinéma, mais là je pense que le terme de régénération, restons sur le terme de régénération, la série va se régénérer, mais justement, elle réussit ce tour de force d'avoir conscience qu'il y a un public beaucoup plus ancien de fan hardcore, mais aussi de vouloir séduire un public beaucoup plus contemporain. Et du coup, ce personnage de Rose Tyler, qui sera l'une des innombrables, enfin des plusieurs compagnes qu'auront les docteurs par la suite, eh bien, elle va se poser des questions, tout comme le spectateur s'en pose, c'est-à-dire qui est cet homme ? Qui est cet homme qui se promène dans une boîte bleue, dans une cabine téléphonique bleue, appelée le TARDIS ? Qui est cet homme qui court en permanence ? Elle va faire des recherches sur Internet, elle va trouver des résurgences de cet étrange personnage sur le Titanic ou sur Dieu sait quel endroit historique, et c'est ainsi qu'on va découvrir cet homme, ou plutôt cet humanoïde si atypique qu'est le docteur. Donc voilà. Bon, après, je sais pas je pense que vous connaissiez la série classique, Jonathan et Florent, bien avant, mais moi j'étais vraiment dans cette posture-là de la découverte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette capacité des showrunners, des prods, de faire revenir ce personnage et cet univers-là après tant d'années d'absence, en fait? Ça a été assez compliqué pour... je pense il faut vraiment tirer son chapeau à Russell T. Davies là-dessus, parce qu'il avait une pression assez monumentale sur les épaules à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il devait raccrocher le wagon tout en invitant de nouvelles générations à regarder cette série. Donc il fallait repartir sur des bases à peu près plus neutres. Et une des exigences de la BBC, ça a été justement, encore une fois, là, une pirouette narrative très importante, à savoir la guerre du temps, va permettre
à la BBC de dire bon, les Seigneurs du Temps et Gallifrey, c'est gentil, mais faut qu'on arrête, quoi. C'est trop vaste, on sait plus de quoi on parle, ils y sont tout le temps foutus, ça devient chiant, ils ont des chapeaux et des costumes dégueulasses. Donc une des exigences de la BBC avec le retour à l'antenne de la série, ça a été il faut justifier le fait que le docteur passe du temps sur Terre et mettre le compagnon au centre de l'émission, parce que le docteur, c'est pas le personnage principal, c'est l'humain dans le groupe, c'est le compagnon auquel on va s'identifier, auquel on va se rapprocher. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que ça vient pas forcément de Russell T Davies, c'est vraiment une exigence de la BBC. De dire, si la série doit survivre, il faut... Et ça explique aussi pourquoi le docteur, qui a une boîte qui peut lui permettre d'aller où il veut et quand il veut, passe autant de temps à Londres au XXe siècle et XXIe siècle. C'est ce besoin-là de... Ce qui est intéressant, c'est que Russell T Davies, qui est déjà reconnu par la BBC comme un auteur, finalement, c'est comme ça qu'il a été construit, comme une figure d'auteur, il doit non seulement combler ce fossé qui existe, donc je disais tout à l'heure, ce trou béant entre 89 et 2005, mais aussi composé avec la première tentative de retour de la série, qui est le téléfilm de 96, où on mettait en scène un 8e Docteur. C'était une coproduction américano-britannique. Ça n'a pas marché, mais on a ce 8e Docteur qui est cette espèce de tentative avortée, et que Davies ignore aussi, pour le moment. Et il se sépare effectivement de cette continuité, et lance son Docteur, le lance dans une course finalement sans fin, où il échappe à son propre traumatisme. C'est ça le concept du 9e Docteur. C'est un personnage qui échappe à la fois à son traumatisme, mais aussi à tout ce que représentait Gallifrey en termes de continuité. Effectivement, toutes les intrigues politiques complexes de la fin de la série classique, on évacue ça et on va dans l'aventure. Et surtout, on lui trouve une nouvelle arme, à savoir son espèce de papier blanc qui va montrer à tout le monde, qui lui permet, c'est un peu la carte sortie de prison, parce que c'est vrai que les dernières années, le docteur se trouvait assez souvent derrière les barreaux à attendre que quelqu'un vienne le libérer ou à trouver une façon de se libérer, tandis que là on se dit bon, on va booster le truc, on va accélérer le mouvement un peu, il a ça lui permet de sortir, il monte son truc et on l'accepte rapidement. Ça lui permet aussi de speeder un peu l'intrigue. Et il a toujours ceci, Son le tournevis tournevis Sonic, et je suis effectivement. très fier de pouvoir avoir fait écouter ça à la radio. Mais tu as dit quelque chose, Florence, ce matin, à propos de la régénération, le fait que ça obéissait. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler le premier terme technique que tu as utilisé justement sur les ramifications, les bulbes? Le rhizome. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous citer un tout petit peu ça, s'il te plaît? C'est-à-dire que le concept du rhizome, à la base, c'est un concept qui a été utilisé par les philosophes Deleuze et Guattari. Le rhizome, à la base, c'est une plante qui, au lieu de se construire sur une structure arborescente à partir d'un tronc central, va plutôt avoir une espèce de racine qui va lancer comme ça des bulbes un peu partout au fur et à mesure, une structure horizontale qui continue de lancer des structures verticales un peu partout, et chaque structure peut devenir indépendante, c'est-à-dire qu'on peut couper la plante à un endroit et elle va continuer à pousser et à faire de nouvelles pousses. C'est pour ça que ce sont souvent des plantes invasives, et c'est un petit peu ça la série Doctor Who, c'est-à-dire qu'on a effectivement la série principale qui va enchaîner les docteurs, c'est cette racine horizontale, mais chaque docteur ensuite va pouvoir être le terrain de nouvelles aventures, y compris même lorsqu'ils n'apparaissent plus dans la série. C'est-à-dire qu'on a aussi des aventures audio, des romans, des comics, dans lesquels on a toujours de nouvelles aventures des anciens docteurs. Oui, parce que même pendant la période où la série n'était plus à l'antenne, elle a continué d'exister en parallèle de bien des façons, quoi. D'ailleurs, quand la série est revenue en 96, les producteurs et les scénaristes ont rattaché le wagon à la série classique. Ils ont pas essayé ils ont un peu rebooté le truc, ils ont changé l'histoire d'origine du docteur, etc. Il y a eu quelques changements qui ont été faits sur la mythologie du truc, mais ils ont quand même, ils sont repartis de Sylvester McCoy, le 7e docteur, qui va se régénérer en 8e docteur. Donc c'était quand même une volonté assez forte de se rattacher à cet héritage-là et de repartir sur quelque chose. Bon, ça a foiré copieusement. Et il me semble quand même important de souligner que ce principe-là du rhizome se vérifie aussi évidemment sur la série moderne, parce que je pense que à partir de Eccleston, enfin le docteur que va incarner Eccleston va progressivement évoluer doucement par la force des choses, par le hasard, par les aléas de l'univers, vers un docteur beaucoup plus sombre. Alors c'est vrai que tu l'as dit aussi Florent,
On peut distinguer Russell T Davies de l'ère Moffat par le côté couleur aussi. Il y a quelque chose de très chaud, de très orangé chez Russell T Davies, et chez Moffat quelque chose qui est beaucoup plus bleu sombre en fait. Même dans le Tardis, ça se voit d'ailleurs. Et tu l'as dit aussi. Alors moi j'ai toujours été déçu qu'Eccleston parte. Honnêtement, je l'aimais bien. Enfin, j'ai toujours été déçu que les docteurs partent à la base, mais quand on connaît un peu le principe de la série, bah, on sait très bien que c'est comme ça, c'est le docteur. Mais tu avais précisé un côté intéressant sur le traumatisme justement vécu par le personnage, enfin le docteur d'Eccleston, c'est-à-dire qu'il le cache derrière un cabotinage très prononcé. C'est peut-être le plus cabotin de tous, même si à mon avis Tennant lui tient le menton sur certains épisodes quand même. Mais Tennant va avoir un côté assez tragédien aussi parfois. C'est pas pour rien que c'est un des plus grands acteurs shakespeariens de sa génération. Ah oui, non, mais c'est surtout un acteur shakespearien, David Tennant à la base. Oui. Donc je pense que ça se ressent dans le jeu. D'ailleurs, je crois que tu as eu la chance, espèce de salopard, de pouvoir le voir jouer, mais je m'en fous. Moi, j'ai été à Cardiff et je suis rentré dans le Tardis et je vous en... Voilà. Donc, voilà. J'ai même fait des photos avec quelques-unes des compagnies. Bref, convention. Bref, ça c'est ma petite fierté personnelle dans mon histoire de fan de Doctor Who. Écoute, il y en a qui publient, il y en a d'autres qui font des photos. D'autres qui font des photos, mais que veux-tu, chacun ses chances. Chacun ses chances. Oui, remettons-nous en selle. Donc, un côté effectivement ouais, très cabotin sur Eccleston. Voilà, il faut quand même se demander aussi comment ça s'est passé. Je crois que avec la production, ça s'est mal passé justement, à tel point que Eccleston a refusé même de revenir pour l'épisode des 50 ans et non seulement il a refusé de revenir, mais il a refusé même que son image soit réutilisée au moment de la régénération de John Hurt, qui s'arrête juste au moment où il va changer de visage. Il s'est expliqué longuement avec Steven Moffat en disant qu'il était désolé, que voilà, mais que c'était juste pas possible. Il ne peut plus être impliqué avec Doctor Who du fait de son contact avec la BBC, avec les producteurs. On n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé, mais apparemment ça s'est mal passé. Pas folklorique, quoi. On ne le saura peut-être jamais vraiment. Ouais, mais c'est intéressant que Davies relance la série avec ce 9e Docteur qui est là pour raccrocher tout le monde à la série, à cette institution qui est devenue Doctor Who entre-temps, en Grande-Bretagne, et ce docteur qui finalement ne reste là qu'une saison, et se sépare complètement de cette institution, alors que les autres font le tour des conventions, sont toujours présents, ne serait-ce que dans l'imaginaire, parce qu'ils sont là en convention, qu'ils sont là en train de signer des autographes, et Eccleston, lui, s'est complètement séparé de ça. Il a lui-même fui la série comme le docteur fuit... vers on ne sait quoi. Ouais, c'est encore une fois le côté méta de la série qui les rattrape, quoi. Je me rappelle être passé il y a quelques années à Cardiff Bay, justement, le lieu de pèlerinage pour la BBC et pour voir tout le côté tournage autour du Tardis du Docteur. Et Capaldi était passé à Londres une semaine avant, quoi. Donc autant dire que j'avais les morts. Mais bon, je crois que c'était d'ailleurs plus ou moins l'époque où il commençait à choisir sa garde-robe, justement, Monsieur Capaldi au niveau du Docteur. Mais c'est vrai que concernant Tennant justement, qui a repris donc la suite après Eccleston, c'est quand même le docteur de la série moderne, je précise bien de la série moderne, qui pour le moment est resté le plus longtemps. Il est resté 4 saisons, si je dis pas de bêtises, plus 4 saisons. Il est resté... Si Alors il est resté jusqu'à c'est 3 saisons complètes et 3 une saison un peu bâtarde avec les épisodes de Pâques et de Noël. Donc, bon, moi je le dis très clairement, c'est mon docteur de l'ère moderne préféré. Et c'est vrai qu'il est pas mal resté dans les consciences, ce monsieur, déjà parce que tu l'as dit, Jonathan, c'est un acteur shakespearien par excellence, à tel point que quand il donne des représentations, on est bien obligé de préciser qu'on parle pas de Doctor Who, on est vraiment là pour le côté Shakespeare. Imaginez un peu la situation dans laquelle s'est retrouvée la Royal Shakespeare Company il y a quelques années, quand ils ont mis en place une production c'était Macbeth, avec Patrick Stewart, donc Star Trek, X-Men, et David Tennant. Donc ils ont été obligés de spécifier aux fans, non, ils ne signeront pas d'autographe lié à leur série de science-fiction à la sortie de la salle. Voilà. Les gens n'allaient voir que pour ça, quoi. Et justement, ce qu'on peut préciser, c'est que Eccleston a beau s'être fâché avec la BBC, il n'en reste pas moins que quand tu joues le docteur, quand tu joues le maître,
quand tu entres dans cette institution qu'est Doctor Who, bah, tu fais partie de l'histoire quelque part. T'as beau râler, tu fais quand même partie de l'histoire. Eccleston restera l'un des docteurs dans la continuité narrative du docteur. C'est ça qui est quand même fou, c'est que dans le cœur des fans et dans la structure même du mythe qu'est le docteur, et il y a un moment où on va forcément parler de Campbell, c'est obligé, hein, mais voilà, ça fait partie de l'histoire mythologique de ce personnage-là et des acteurs qui l'ont incarné. Et on continue dans le côté méta, et particulièrement avec Moffat. Tu précisais, Florent, je ne sais plus si tu le faisais hier ou ce matin, le temps est un peu fluctuant là aussi. Tu disais que de plus en plus, on avait Capaldi qui faisait des regards caméra, qui faisait des complicités avec le spectateur. C'est pas que les autres le faisaient pas, il y avait déjà une complicité avec le spectateur, mais moi j'ai toujours été persuadé que Doctor Who, ça concernait le personnage, le mythe, mais aussi les acteurs qui l'incarnent, précisément, on l'a dit. Je suis persuadé que quand Tennant dit son I don't wanna go et qu'il se régénère par la force des choses, je suis persuadé que c'est possiblement une partie de Tennant lui-même qui parle, qui nous parle. Alors peut-être que j'ai envie de le croire, peut-être que ça. Après, s'il voulait pas partir, il pouvait ne pas partir. Oui. La BBC aurait demandé que ça. Oui. Le problème, c'est que tout ce que disent tous les acteurs qui vont partir disent la même chose, c'est qu'il faut que je parte maintenant parce que sinon, je vais en arriver au stade où on va me demander de partir. Oui, voilà. Donc il faut partir juste au moment où eux décident de le faire. C'est ça. Pour éviter de se faire virer. Donc ça, c'est déjà une chose. Il faut pas arriver au stade où les gens en ont marre. C'est ça. Ça, c'est une chose. Et de deux, c'est que David Tennant, cette ère-là, l'ère Russell T Davies, je trouve que le côté méta était déjà présent, mais ce côté, comme tu disais, regard au spectateur, où on brise le quatrième mur, de ce que j'ai vu, moi, ça arrive surtout avec Steven Moffat, qui est un grand spécialiste de mettre des coups de savate dans le quatrième mur et de faire des gros wink-wink au spectateur de manière très subtile, des fois tellement subtile qu'on ne sait pas qui s'adresse à nous directement. Et je pense notamment au discours de Matt Smith au moment de sa régénération, où tu en as montré ce matin un petit extrait en gif animé, Florent, justement cette idée où il faut se souvenir de toutes les personnes qu'on a été malgré le changement, etc. Et cette phrase, je me souviendrai toujours de l'époque où le docteur c'était moi. C'est pas le 11e docteur qui parle, c'est Matt Smith. Oui. Toute cette séquence-là, c'est Matt Smith qui parle. Steven Moffat fait ce cadeau-là à l'acteur, c'est-à-dire qu'il lui donne une séquence où il dit au revoir. Et c'est quelque chose qui est récurrent sous l'ère Moffat, cette capacité à péter le quatrième mur et à s'adresser directement aux fans et à faire le pont finalement entre nous, le spectateur, l'œil du spectateur, l'acteur qui incarne le docteur, qui fondamentalement devient le docteur aux yeux du public, même quand il aura terminé. Enfin, c'est un engrenage. Et d'ailleurs, tu remarqueras que la régénération de Matt Smith peut paraître un peu ridicule, si je puis dire, dans le sens où il éternue, et en gros c'est Capaldi. Mais en fait, finalement, l'intérêt de cet épisode, il n'est pas lui-même, il n'est pas dans la régène, je pense, parce que tu sais très bien qu'il va se régénérer, on le sait depuis belle lurette. L'important dans cet épisode, c'est d'une part le discours du docteur et le discours de Matt Smith, et d'autre part le fait que Moffat parvient, avec un tour de force que moi j'ai jamais vu ailleurs, à te justifier le fait qu'on va démarrer un nouveau cycle de régénération du docteur. Et en fait, Moffat fait sens, et c'est ça pour moi le grand génie de Moffat, c'est qu'il arrive à te déplacer la vraie signification du. Il te dit c'est pas là que tu dois t'énerver, que tu dois regarder, c'est réfléchis au-delà de ce que tu vois, de ce que tu comprends. Il le fait parfaitement, notamment dans le premier épisode de Capaldi. Les fans ont commencé à râler parce que Capaldi était vieux. Bah ouais, mais il a répondu, je crois, le Père Noël aussi. Et ça vous empêche pas de... Non, mais c'est surtout l'utilisation de Clara dans cet épisode qui est spectaculaire, parce que une partie des fans n'ont pas compris ça. Ils disaient, mais pourquoi Clara rejette le docteur alors qu'elle a vu tout leur visage pendant l'épisode du 50e anniversaire, notamment. Elle sait qu'il change de visage, elle sait qu'il a cette faculté-là. Pourquoi elle est choquée que Matt Smith devienne Peter Capaldi? Et Matt Hills, qui est un autre universitaire qui travaille sur Doctor Who, le disait sur son blog notamment. Il relevait que c'était un petit peu absurde pour la série d'être à ce moment-là si ouvertement réflexive, parce que la plupart des fans de Doctor Who sont habitués à ce changement. Ils savent que c'est un petit peu compliqué au début, on s'habitue à un nouveau personnage, et ensuite, tout ira mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que Moffat, resituons-le, parce que Russell T Davies relance la série en 2005, Moffat, il était scénariste sur la série entre 2005 et 2010, il devient head writer, l'équivalent du showrunner américain, il contrôle
la production et la scénarisation de la série en 2010. Il arrive à un moment où les séries en général, notamment les séries anglo-saxonnes, sont devenues très complexes narrativement et surtout très réflexives. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il surfe aussi sur une vague. Oui. L'écriture de Moffat, elle est à prendre aussi en compte dans ce contexte, et parfois elle va trop loin. C'est-à-dire qu'il est réflexif, on en parlait tout à l'heure, il s'adresse, lorsqu'il essaie de justifier la régénération de Matt Smith en Peter Capaldi, du 11e au 12e Docteur, il s'adresse finalement à une minorité très réduite de fans, celles et ceux qui apparemment ne vont pas du tout comprendre le concept de la série, puisque c'est ça, on change toujours de personnage. Et il s'adresse à cette minorité. Et à un moment donné, à trop vouloir bercer une toute petite minorité, est-ce qu'il n'en oublie pas que la plupart d'entre nous sommes déjà dans la confidence, nous savons comment ça se passe. Mais je pense que ce moment-là de la série, justement, quand Moffat fait ça, moi je l'avais perçu différemment en fait. C'était pas tant le concept de la régénération qui remettait en cause et qui tentait d'expliquer et de justifier, c'était le fait que le docteur soit vieux. Et ça a été difficile. Parce que jusqu'à maintenant, moi j'utilisais souvent cette idée que c'était les fanboys, les fangirls qui étaient là derrière David Tennant, et toutes amoureuses de David Tennant et Matt Smith, et qui criaient, voilà, et qui se retrouvent derrière avec quelqu'un. Non, mais qui se retrouve derrière avec Peter Capaldi, qui a la soixantaine et qui est le plus vieux docteur depuis William Hartnell, et dans lequel une génération a beaucoup plus de mal à fantasmer ce docteur-là. Et c'est ça qu'il tente de justifier. Et par Clara, qui est jeune, il présente ce regard-là sur le vieux docteur, en fait. Et justement, il y a cette conversation entre Clara et Madame Vastra qui lui dit, mais justement, s'il a pris cette apparence-là, c'est qu'il s'est senti suffisamment accepté par vous et suffisamment à l'aise pour vous montrer son vrai visage. En vrai, il est vieux, il n'est pas jeune. Et Moffat avait justement cette explication sur Matt Smith qui était... Matt Smith a toujours été ce côté, un peu même la façon dont il est habillé, il est un peu comme un petit vieux avec la veste en tweed, le pape, les bretelles, tout ça. Et il a ce regard, c'est un bébé quand il arrive, et pourtant il a ce regard, Matt Smith, qu'on n'a jamais su expliquer. Il a un regard âgé, on a l'impression qu'il a une âme de 3000 ans derrière. Il a cette capacité à exprimer ça. Et Moffat avait cette explication qui disait que Matt Smith, finalement le docteur de Matt Smith, c'est le docteur qui essaye d'apparaître jeune en étant vieux. Et il utilise cette expression qui est, ce serait un peu comme si un groupe de vieillards avait essayé d'assembler un jeune homme de mémoire. C'est-à-dire qu'ils ne se souviennent pas forcément ce que c'est d'être jeune, donc ils essayent de bricoler ce truc-là, et ça donne le docteur de Matt Smith, qui est jeune en apparence, mais qu'en fait qui se comporte comme un vieilloc. Et c'est exactement ça. Et du coup, quand le docteur finalement apparaît comme Peter Capaldi, donc vraiment vieux, et ben c'est un peu cette idée de il se sentait suffisamment accepté par Clara, c'est-à-dire par le public, qui était censé avoir compris justement toute la mythologie derrière à ce moment-là, d'être à l'aise avec le concept de la régénération, sachant que le 50e anniversaire avait beaucoup facilité ça aussi, avec les multiples docteurs, qui permettaient finalement de montrer une facette différente du docteur, celle des origines. Oui, et c'est un changement de format aussi, puisque à partir de 2005, on a Eccleston, puis Tennant, puis Smith, on rajeunit au niveau des acteurs, et ça autorise notamment, puisque bon, les conventions de nos sociétés contemporaines sont encore un petit peu rigides par moment, ça autorise une dimension plus directement mélodramatique, c'est-à-dire qu'on a Rose qui va flirter avec le docteur d'Eccleston, puis il y a une relation romantique avec le docteur incarné par Tennant, Matt Smith avec Amy Pond et puis Clara, puis River, et Capaldi qui arrive et qui dit je ne suis pas ton petit ami. Non. Donc on casse aussi cette dimension qui s'était installée, et je dis pas mélodramatique au sens péjoratif du terme. Le mélodrame, c'est quelque chose qui a énormément influé sur la complexité narrative contemporaine, et c'est quelque chose dont l'ère Capaldi s'est séparée. Le docteur n'est plus le boyfriend, il y a beaucoup moins d'intrigues mélodramatiques. Et aussi, il y a beaucoup moins de feuilletonnant du coup. Oui. Parce que le feuilletonnant, à l'époque de Smith, c'était la question, qu'est-ce que c'est que cette question, mais c'est aussi toute la dimension mélodramatique avec Amy Pond qui se retrouve, spoiler, à être la belle-mère du docteur. Ouais. Donc il y a cette dimension familiale aussi, le TARDIS comme espace domestique, qu'on quitte complètement avec l'ère Capaldi, qui est très formaliste, expérimentale, et un peu plus froide aussi. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte et dire quelque chose de complètement évident, mais je crois qu'il faut se rappeler pourquoi on aime
à ce point cette série. Enfin, il y a mille et une raisons d'aimer cette série sans doute, mais pourquoi on est là, même devant les personnes qui nous écoutent, pourquoi on est là à faire cette émission? Ben, tout simplement parce qu'à mon avis, on aime réellement cette série, on aime le Docteur et ce qu'il représente, et je pense qu'il y a... alors, oui, d'accord, il y a des fans qui sont pénibles et qui font preuve d'une mauvaise foi assez alarmante, et d'un misogynisme assez alarmant, on en parlera dans la troisième partie de cette émission. Mais si vous me permettez d'évoquer mon propre cas, parce que je pense que ça peut expliciter ce que je cherche à vous dire. Vivre cette série en compagnie de gens passionnés, c'est un truc de fou. J'ai vécu des trucs absolument incroyables autour de Doctor Who. J'ai eu la chance, par exemple, d'assister à l'épisode du 50e anniversaire en public. Et ça, je vous assure que c'est quelque chose à vivre. Parce que juste avant que l'épisode commence, on a tous fait, par contagion, c'était pas prévu, mais ça s'est répandu comme une traînée de poudre, le rythme de tambour du maître avant que l'épisode commence. Et ça, tu sens qu'il y a une communauté qui vibre aux mêmes choses, qui partage les mêmes choses. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, parfois, outre toute mauvaise foi, c'est la raison pour laquelle, parfois, on a du mal à dire au revoir à l'un des docteurs. On a beau connaître le mécanisme de la série, c'est dur de les quitter. Je sais que même si j'ai toute confiance en cette grande dame qui va incarner le personnage dans le futur, je sais que dire au revoir à Capaldi, ça va être tristoun parce qu'il est bien Capaldi dans ce rôle-là, n'en déplaise aux rageux. Je l'aime beaucoup Capaldi, j'adorais Tennant. Et Tennant, je le dis encore aujourd'hui, quand il est parti, j'en ai pleuré. Je n'ai aucune honte à l'avouer, c'est une vérité. C'est-à-dire que j'ai eu un affect avec cet acteur, avec cet homme, qui disait non, je veux pas que tu t'en ailles, et même lui ne veut, justement, on le disait, même les acteurs eux-mêmes sont obligés de partir quand ils sentent que ils ne vont pas être forcés de le faire. Donc je pense qu'il y a vraiment cette dimension de la fiction qui appelle nos affects, qui appelle nos passions, nos partages communs, quelque chose qui nous fait vibrer, et Doctor Who répond parfaitement à ça, fait parfaitement résonner les tambours du maître, c'est des bruits typiques, des sons typiques. Le son du TARDIS, on le reconnaît, même sans le voir. On sait quand il apparaît. Le son du tournevis sonique, on le connaît, même si les tournevis soniques ont beaucoup changé, certes. Mais le fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour du canon et aussi autour de la communauté, autour de l'institution qu'est Doctor Who. C'est vrai pour toute forme de fiction, mais je pense que cette série survit et se régénère parce qu'elle réussit ce tour de force de toujours nous rassembler autour de ce personnage-là qu'on n'a pas envie de voir partir et disparaître finalement. Ah, après, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'était grandiloquent, je m'excuse, mais pour moi, c'est une vérité qu'il faut rappeler. C'est pour ça qu'on aime Doctor Who, je pense. Ah, mais tout à fait. Et je pense que la BBC aujourd'hui entretient ce groupe de fans, justement, dans cette optique de transformer Doctor Who en marque, notamment durant l'époque Stephen Moffat, à partir de 2010, avec cette américanisation de la série. Je pense que pour le public britannique, peut-être que Tennant a été le docteur qui a vraiment relancé la série, puisqu'Eccleston est passé pendant juste une saison, alors qu'aux États-Unis, peut-être que c'est Matt Smith qui a vraiment été le docteur qui a été découvert par ce public. Alors, par contre, Clément, je rebondis, c'est la deuxième fois que tu cites le maître. On n'a pas encore expliqué qui est le maître. Ah oui, l'un des antagonistes principaux du docteur et un autre, Time Lord, donc qui lui aussi, qui aurait mal tourné pour le coup, qui a mal tourné et qui lui aussi se régénère. Voilà. Au fur et à mesure. Depuis la série classique, il y en a eu 2, 3 avec la période de 96, 4 avec John Sim et 5 avec BC. C'est la 5e. Techniquement, alors je regardais encore sur le TARDIS Wiki, le wiki des fans, je pense qu'il y a eu au moins une dizaine d'interprètes en tout, si on compte quelques interprètes des aventures audio et aussi le fait que parfois le maître possède des corps un petit peu comme s'il était un démon. Donc une dizaine d'interprètes en tout, au moins 7 régénérations dans la série. Donc effectivement, lui aussi est un personnage qui change, mais un antagoniste qui change. Et qui annonce des changements aussi. Oui. On va en parler dans la troisième partie, mais une des grosses révélations de ces dernières années, c'était l'arrivée de ce personnage, Missy, dont on ne sait pas qui c'est, etc., et qui révèle, comme ça, en pleine rue de Londres, juste à l'extérieur de la cathédrale Saint-Paul, dans la petite rue qui mène justement
au théâtre de Shakespeare que en fait, c'est le maître et qu'elle ne pouvait pas continuer de se faire appeler master en étant une femme. Et je pense que c'était excusez-moi l'expression, très couillu de la part de Steven Moffat de le tenter comme ça, parce que je pense que depuis quelques années, la possibilité que le docteur devienne une femme était annoncée. Des gens sont surpris, je vois pas pourquoi, parce que c'était quand même assez évident que ça allait arriver. Il l'a tenté comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il teste l'eau avant c'est d'y aller. quelqu'un qui prend des risques et qui les assume surtout. J'irai pas jusque-là. Je pense qu'on l'a aussi poussé à prendre des risques, Moffat, parce Parfois, que oui. il fut une époque où lui-même n'aurait pas du tout été d'accord. Et son écriture des personnages féminins, d'ailleurs, a énormément évolué. Elle a évolué, Elle oui. n'est pas encore parfaite, mais il y a une époque où Moffat lui-même a dû être convaincu, je ne sais pas par qui, je bénis la personne qui l'a convaincu, parce que il pensait par exemple que, au début de son ère à lui, ne pensait pas qu'une femme pouvait incarner le personnage. La première référence au fait que les Seigneurs du Temps hommes peuvent se régénérer en femmes vient de l'épisode justement écrit par Neil Gaiman. Donc reste à savoir quelle est l'influence de Neil Gaiman là-dedans. Je remercie Steven Moffat d'avoir amené Neil Gaiman sur le show, parce que c'est quand même aussi... je veux dire, dans la série classique, il y avait Douglas Adams. Là, ils nous ont emmené Neil Gaiman, donc des vrais auteurs de science-fiction et autres de fantasy, voilà, qui viennent apporter la patte, non pas d'un auteur télé, mais d'un écrivain, vraiment, dans Doctor Who. Et je me suis toujours demandé quelle était l'influence de Gaiman justement sur cette notion que les hommes, seigneurs du temps, peuvent se régénérer en femmes. C'est une bonne question. Parce que effectivement, comme tu le dis, c'est pas forcément dans la nature même de l'écriture de Moffat. On sait que dans ces cas-là, en fait, le showrunner va donner l'idée de base d'un scénario à un auteur invité. Il va lui dire, faut que tu m'écrives un épisode, par exemple, avec des dinosaures dans un vaisseau spatial, et derrière, bon, il y a un point de départ, une intrigue, s'il faut que ce soit raccroché au canon, mais derrière, c'est l'auteur invité qui va gérer à peu près, même sous contrôle toujours de la BBC et de Steven Moffat, du showrunner. Dans le cas de Gaiman, est-ce que cette idée-là est de lui? Est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Je sais pas. Je serais curieux de savoir exactement. Et j'imagine qu'elle vient du canon, puisque dans Elle la série vient du classique, canon, il est plus ou moins sous-entendu. Elle est sous-entendue, mais c'est mais vraiment la première fois que c'est oui, que c'est clairement annoncé comme ça. explicité. Bah, Oui. disons, il me semble, pour le peu de la série classique que j'ai connue, il me semble que dans le Haut Conseil de Gallifrey, tu as des femmes. Tout à fait. Oui, il y a des hommes, des femmes. Voilà, c'est pas une société essentiellement masculine. Oui. Mais l'idée qu'un Mais homme ça peut veut bien devenir dire une que les femme, Time oui. Lords peuvent être genrés, sont genrés. Oui, mais l'idée qu'on ou puisse qui peuvent changer. avoir des filles quand Ou ils ont qui des peuvent avoir enfants. des filles quand C'est un peu comme nous, ça, pour ça. Oui, mais, Clément. non, mais Mais, pour le coup, c'est quand même des Time Lords. Les enfants des Time Lords. Oui, non, mais je veux dire, ils n'ont pas forcément que des garçons, ils peuvent avoir des filles. Mais ce qui est important là-dedans, c'est l'idée qu'un homme peut, quand il se régénère, devenir une femme. Oui. Là, c'était vraiment l'idée. Le principe de, oui, par régénération. Oui, Par régénération, pas le fait qu'ils peuvent être une femme. Non, parce que c'est un argument qu'on entend même encore aujourd'hui que les Time Lords ne peuvent pas être des femmes. C'est pas le problème de la régénération en femmes, c'est qu'ils ne pourraient même pas être des femmes. Alors que si, de fait. Oui, non, mais après, Ouais. c'est Oui, des arguments un peu non, fallacieux. C'est même pas des arguments pour le coup, mais bon. Mais ça, on va du coup en parler. Quand on est con, hein, tu sais ce qu'on Oui, dit. ça c'est une maladie malheureusement qui s'éradique assez difficilement. Mais donc du coup, que dire Mais moi, ce qui m'intéressait avec le traitement de Missy, c'est ce retour du master, donc sous une forme féminine et sous une forme aussi tout aussi. On change Oui. de genre et pourtant on conserve ce côté complètement clownesque du master. L'essence même, oui. Oui, qu'incarnait déjà John Sim à l'époque de Oui. Alaire Davis, ce côté grandiloquent qu'on retrouve avec l'actrice, comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié son nom, l'actrice qui Pour incarne Missy. Missy. Alors là, Michel Gomez. Michel Gomez, merci public. Donc Michel Gomez qui est proprement hallucinante et qui va Ouais. porter ce personnage et renouveler, je trouve, comme même John Sim ne l'avait peut-être pas fait, le caractère très ambigu de cette amitié étrange qui existe entre le docteur et le maître et qui ici tourne presque à la romance supposée. Ouais, par moment, ouais. C'est de l'amitié ou c'est plus, on ne sait pas. C'est notamment développé par le docteur de Peter Capaldi dans les derniers épisodes de la dernière saison, où il y a une vraie relation qui se noue avec Missy qui est en train de changer, et où
je crois qu'il utilise le mot man crush à un moment pour parler du docteur, du maître, quand ils étaient amis à la base. Donc ils disent my first man crush ou quelque chose comme ça. Donc on a vraiment cette idée de relation assez ambiguë entre les deux. Oui. D'autant que la première fois qu'on voit Missy à l'écran, elle parle à un autre personnage et elle désigne le docteur comme étant son boyfriend. Ouais. Au moment même où Capaldi est en train de dire à Clara qu'il n'est pas son boyfriend, ce qui est marrant. C'est qu'on a ce... Puis je pense qu'on a déjà un gros affect, même à l'époque de Tennant, puisque donc c'est John Sim à l'époque qui incarne le maître, si je dis pas de bêtises, où justement le maître lui fait une crasse qui bouleverse son univers et sa génétique. Il est sauvé par Martha. Et alors je sais plus si c'est dans cet épisode-là, mais à un moment le maître se prend une balle et le docteur va lui dire arrête, tu as le temps, c'est juste une balle. Regenerate, please regenerate. Il veut le sauver à mon avis pour différentes raisons. Peut-être parce qu'il ne veut plus rester seul, peut-être parce qu'il veut vraiment prendre soin de lui comme il le dit, dans le sens où il dit qu'il va l'éduquer en gros, qu'il va le prendre avec lui. C'est l'idée que c'est ce qui se passe derrière avec Peter Capaldi. L'idée que finalement ce qu'il a toujours voulu faire, c'était plus ou moins réussir à capter le maître à un endroit suffisamment longtemps et essayer d'influencer sa façon de penser sur le long terme, quoi. Et essayer de le transformer. Je pense qu'il a vraiment un désir de retrouver un membre de sa communauté, de sa planète, et qu'il a vraiment envie d'aider le maître et de le recadrer. Il y a de ça à l'époque de David Tennant, parce que effectivement Gallifrey a disparu à ce moment-là et qu'il est pas, voilà, c'est avant le 50e anniversaire, donc Gallifrey n'a pas encore été sauvé, mais là on a vraiment quelque chose de l'idée non, il veut pas être seul déjà. Et il a besoin de son ami, quoi. Plus tard, dans les saisons après le 50e anniversaire, c'est vraiment le docteur qui veut pas perdre son ami d'enfance. Là, c'est vraiment le dernier de son espèce. Il y a une relation entre les deux qui est différente. Et avec tous les antagonistes du Docteur qui reviennent, qui datent même de la série classique, qui reviennent constamment, les Daleks, les Cybermen, le Master se distingue quand même ici aujourd'hui, parce que c'est un antagoniste qui est au plus près du Docteur. Parfois, certains épisodes essaient de pousser le parallèle entre le Docteur et les Daleks, par exemple, qui sont des robots en forme de poivrière, des espèces de nazis finalement. Mais le parallèle, il est évident entre le Doctor et Master. Même au niveau de la façon dont ça s'écrit, 6 lettres, les mots sont assez similaires. Je trouve c'est son miroir finalement. Voilà, parce qu'en plus c'est les deux cas finalement de Seigneur du Temps qui utilisent un pseudonyme un peu similaire, quoi. On ne sait pas exactement quelle est la nature des noms, prénoms et noms de famille des autres Seigneurs du Temps, mais enfin, ils ne fonctionnent pas tous par pseudonyme, eux si, et des pseudos assez directs, francs, quoi. Le docteur, il me semble qu'il y avait des histoires comme quoi il se fait appeler le docteur un peu par accident parce qu'il arrive sur une planète à un moment et qu'on croit qu'il est vraiment docteur en médecine, donc il garde le nom, voilà. Il y a même d'ailleurs c'est repris sous l'ère Moffat avec l'idée que le nom qu'on a nous pour médecin guérisseur, ça vient de lui. Donc l'idée qu'il ait influencé notre propre langue, voilà. Et tout ce qu'on vient de dire marche aussi étonnamment bien pour les Daleks qui, on l'a dit, ont vraiment évolué, même dans leur design et dans leur représentation. Mais je trouve que notamment la relation qu'a établie Moffat entre le Docteur et Davros, qui est le créateur des Daleks, hein, on le précise pour si vous ne connaissez pas la série, le créateur des Daleks, voilà, cet épisode récent, enfin des saisons récentes, où le Docteur se confronte une fois de plus, si je puis dire, à Davros, qui est un ennemi séculaire avec les Daleks dans l'histoire du Docteur, mais la confrontation en termes de dialogue, en termes de construction narrative, elle est étourdissante, quoi. Étourdissante. Davros va reprocher au Docteur de l'avoir abandonné parce que de fait il a fait un choix. Il a fait un choix. Voilà, je trouve que plus que tout autre showrunner, Moffat confronte vraiment le Docteur aux conséquences de ses actes. C'est vrai pour la Viking immortelle aussi. La fille qu'il sauve dans le village viking. Pardon, et qu'il contamine, si l'on peut dire, de son immortalité. Et c'est voilà, là le Docteur est face
aux conséquences de ses actes. Ce n'est pas qu'il n'y était pas avant, c'est que Les conséquences de vraiment- ses actes, il les affronte déjà à la fin du cycle Tennant, justement, Oui. quand il est sur Mars, et la première fois où il disjoncte vraiment, et où il se rend compte qu'il le dit clairement, je suis le dernier de mon espèce, je suis le dernier seigneur du temps, les lois du temps sont à moi, je peux en faire ce que je veux. Donc si je veux décider de changer un point fixe, je peux le faire. Et il le fait, et les conséquences sont dramatiques, parce que la personne qui sauve en violant les lois du temps va choisir de se suicider pour empêcher que les événements changent trop par rapport à ce que lui il avait raconté, quoi. C'est ça. Et donc là il est confronté c'est le début d'ailleurs de la fin de Tennant, c'est le moment où il se rend compte qu'il a franchi une limite et qu'il est peut-être temps qu'il meure, quoi. Oui, c'est vrai que ce qu'on peut reconnaître à Moffat, c'est qu'il a poussé cette idée dans ses retranchements parce que, par son interventionnisme, le Docteur fabrique ses propres antagonistes. Voilà. Il fabrique Son Davros, passage il laisse des fabrique traces, Schilder. voilà. Donc il a indirectement créé les Daleks, du coup. Si on suit Voilà. la ligne temporelle de Moffat, Oui. il a indirectement contribué à créer ses plus grands ennemis. Ce qui est encore une référence à la série classique, puisque déjà à un moment, le 4e Docteur se voit obligé de plus ou moins changer le régime des Daleks lorsqu'il est dans une mission pour les tuer à la racine, finalement, empêcher leur création. C'est vrai que c'est assez, dans l'écriture, c'est assez significatif, je trouve. Je propose une seconde pause musicale pour s'acheminer progressivement vers la dernière partie de cette émission, Oui. à savoir le futur de la série. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On ne peut que essayer de prophétiser pour le moment. Deuxième pause musicale, donc Voilà. toujours une composition Murray Gold pour l'époque de David Tennant et qui est Song for Ten. On est parti. À tout de suite. Well, I woke up today and the world was a restless place. It could have been that way for me. And I wandered around and I thought of your face, that Christmas looking back at me. Oh, I wish today could be like every other day, 'cause today has been the best day, everything I ever dreamed. And I started to walk, pretty soon I will run, and I'll come running back to you. 'Cause you are my star, and that's what you are. I had a merry time with you. Oh, I wish today could be like every other day, 'cause today has been the best day, everything I ever dreamed. So have a good life, do it for me, make me so proud like you want me to be. Wherever you are, I'm thinking of you, oceans apart, I want you to know. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Well, I woke up today, and you're on the other side. Our time will never come again.
have you taken me? If you're trying to make a point, I'm not listening. I don't want to change again. Never again! I can't keep on being somebody else. Whatever it is, I'm staying. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour l'émission spéciale anniversaire des 2 ans de l'émission Pop en France. Nous sommes toujours en train d'enregistrer au sein de l'amphi 4 de l'université Grenoble-Alpes et nous sommes avec Florent Favard, spécialiste des séries télévisées et notamment de Doctor Who. Nous avons bien vogué au travers de la série, qu'elle soit classique ou moderne. Et maintenant, nous allons essayer de nous faire un petit peu devin, ou du moins de poser quelques théories sur ce que pourrait être le futur de la série. Et même si on l'a un petit peu déjà évoqué au cours de cette émission, il faut quand même revenir sur le fait que le nouveau Docteur, si je puis dire, va être une incarnation tout à fait inédite dans l'histoire de la série, du moins dans cette configuration-là. À savoir que le Docteur Tatatam va être une femme. Une vérité qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de... D'encre, je sais pas, de tweets en tout Enfin, cas. de tweets, ouais, beaucoup voilà. de tweets. Beaucoup de D'encre- 140 d'encre caractères. numérique, d'encre numérique. Alors, il y a deux... Enfin, j'allais dire, il y a deux écoles, oui. Enfin, disons qu'il y a les gens qui vont râler parce que le Docteur va être va être une femme. Bon, alors là, malheureusement, j'ai envie de vous dire Bon, pour les simplifier, gens- il y a les cons et les autres. Voilà, c'est ça. Là, on peut pas faire grand chose pour eux a priori, mis à part leur conseiller d'aller se pendre un peu plus loin. Disons qu'il y avait eu un petit florilège de commentaires Oui. Twitter collector. Oui. Un fan avait fait le générique de Doctor Who justement en incrustant à la place du nom des auteurs, etc. Les tweets les plus sexistes Oui. qui avaient été publiés, notamment une machine à voyager dans le temps ne devrait pas avoir de soutien-gorge à l'intérieur. Voilà, ce genre d'idées qui étaient Voilà, récurrentes sur Twitter ces dernières semaines. On est en 2017, les petits, On est en 2017. les petits amis, je vous le rappelle, c'est quand même assez alarmant, mais bon, on sera toujours Voilà. aussi con. L'idée, ouais, voilà. Non, non, aussi mais le voilà, fait. non, mais il y a- c'est- J'avais lu un truc aussi sur le. D'abord c'est SOS Fantôme qui se féminise, maintenant c'est Doctor Who, donc Oui, alors que je vois pas bien le rapport. il y en a que ça inquiète visiblement. Mais Oui, non, mais- c'est intéressant parce que au cinéma, c'est rarement des femmes qui voyagent dans le temps. Ouais. Quand on compte le nombre de C'est vrai. personnes il y a qui peu- voyagent dans le temps, Il y a peu de femmes qui voyagent c'est- dans le temps. c'est très peu de femmes. Dans les séries aussi, dans la littérature un peu plus, mais parce que Oui. bon, peut-être qu'on a eu l'occasion d'explorer un peu plus dans la littérature de science-fiction des voyageuses. Et je suis désolé, mais là, il faut que je fasse la référence, hein, parce que bon, mes deux compagnons radiophoniques savent que j'adore cette série, qui est une série consacrée au voyage dans le temps, qui s'appelle Code Quantum, dont le principe est justement qu'un scientifique va essayer désespérément de rentrer dans son époque en incarnant à chaque bond dans le temps une personne différente, que tous les autres vont voir comme étant la personne qu'il incarne, mais que le spectateur et son compagnon de voyage, l'hologramme... comment il s'appelle l'hologramme Ça Non, Sam c'est le scientifique. Al. Voilà. Al. Merci. Et en fait, la particularité, c'est que de temps en temps, le monsieur va incarner des dames, et que ça va poser tout un tas de questions sur la façon dont la société regarde un petit peu la question. Surtout qu'il incarne des femmes à différentes époques. Oui, donc, à différentes voilà. époques, qui plus est. Donc, de ce côté-là, ces épisodes sont quand même assez... Cette série est géniale, hein, de toute façon, 5 saisons, regardez-les, c'est magnifique. Mais voilà, sur ces questions-là, quelque part, oui, on a eu des personnages femmes qui voyagent dans le temps. Pas directement, certes, mais voilà, beaucoup de choses ont été évoquées. Fermeture de la parenthèse. Excusez-moi, mais là, c'était trop beau pour que j'y résiste. Alors oui, c'est pas qu'on va faire une digression sur la façon dont malheureusement la misogynie est encore présente à notre époque. Il nous faudrait 4h30 et malheureusement je suis pas persuadé qu'on arriverait à trouver
une solution, même s'il faut en appeler au bon sens, les petits amis. Mais rappelons quand même que la BBC a réagi d'une manière à la fois drôle et à la fois intelligente. Et voilà, non, il faut dire ce qui est. Ils ont mis en place une hotline d'urgence pour les gens qui veulent se plaindre du fait que le docteur soit une femme. Donc c'est un magnifique pied de nez et un magnifique fuck à toutes les personnes qui portent cet argument qui de toute façon n'en sera jamais hein. Soyons honnêtes là-dessus. Au contraire, je pense qu'il faut le voir comme un changement absolument historique dans la série. Une fois le docteur s'est réincarné en femme, mais c'était non canonique, c'était dans une parodie. Alors c'était pas dans un téléfilm, je crois que c'était dans un film des années je ne sais plus quoi, mais il y a eu un côté il y a eu une parodie justement où il s'est incarné en femme. On l'a vu d'ailleurs, je crois, au Docteur Wooday fut possible, un temps. J'ai plus le. Dans les années 90, oui, il me semble que c'était ça. Mais voilà, là, on va vraiment rentrer dans le canon où la régénération est officiellement annoncée comme étant une régénération en femme. Donc, laissons de côté cet argument misogyne de merde. Et portons-nous surtout sur l'argument, donc on l'a un peu dit, qui semble gêner certaines personnes du point de vue de la narration, à savoir que c'est perturbant d'avoir un Time Lord de femme. Mais je pense pas que le problème des gens qui se plaignent actuellement de cette régénération-là soit un problème narratif. Non. C'est un problème sociétal, vraiment. C'est politique. C'est politique, c'est social, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est des gens qui ne supportent pas de voir finalement une femme sur le devant de la scène. On est face à cette situation-là, parce que narrativement c'est justifié, mais ces gens-là ne vont pas se poser de questions intellectuelles, à se demander s'ils ont un cerveau. Mais le fait est que le problème est de là. C'est vraiment... La série essaye elle l'a fait... progressivement en introduisant des personnages, en introduisant l'homosexualité dans la série, en introduisant pas mal de choses. Et là, on a l'impression que c'est le bon ultime, au XXIe siècle, en 2017, de dire « Ah bah tiens, les femmes peuvent faire des choses aussi ». Et comme si, c'est quand même assez affligeant, comme si c'était inédit d'avoir l'image d'une femme forte dans une série télé. Je veux dire, des personnages féminins forts dans la culture populaire. Dans Pop en Stock, on en a cité des cartons. Tu nous as cité Le Silence des Agneaux il y a quelques émissions de ça. Même si je sais que tu n'aimes pas la série, il y a eu Buffy, je suis désolé, qui a quand même placé un personnage fort de ce côté-là. Donc, je veux dire, les personnages de femmes très importantes dans la culture populaire, dans les cultures, qu'elles soient populaires ou pas, ça existe depuis des lustres. Et malheureusement, on a l'impression qu'il y a toujours une gêne, un questionnement, quelque chose qui... On le résoudra pas, mais on peut certainement, effectivement, se poser la question autour de ce problème sociétal, et un problème sociétal qui serait lié au personnage du docteur, typiquement. Oui, tout à fait. Enfin, c'est un problème qui est politique. Ce sont les mêmes qui se plaignaient qu'il y a un remake de Ghostbusters avec une équipe féminine. Ce sont ces gens qui pensent que du moment qu'on essaie d'être un petit peu plus représentatif, un petit peu plus divers à la télévision, on obéit à un agenda politique de gauche. Alors que c'est plus ou moins le cas, mais sans être un master plan, c'est juste l'idée d'accueillir un maximum de gens, de représenter la société telle qu'elle est. Telle qu'elle est vraiment. Et y a des femmes qui sont dans des positions de pouvoir, bien sûr. Mais le truc, c'est que... Alors, j'aime à croire que c'est une minorité qui fait du bruit à cause des réseaux sociaux, mais qui reste quand même, malgré tout, une minorité. On en parle parce que, effectivement, les réseaux sociaux font que le moindre commentaire désobligeant de Lilieu du Coin prend de l'ampleur. C'est Umberto Eco qui disait ça. Le gros problème des réseaux sociaux, c'est justement qu'ils ont permis à l'ivrogne du village qui jusqu'à maintenant rageait contre les gens de couleur et les femmes au bar, et que les gens du coin lui disaient ferme-la. Maintenant, comme il a accès à des outils de communication de masse, on a l'impression qu'il parle à des millions de personnes. Alors qu'en fait, non, ça reste quand même une niche, ça reste une minorité de gens, mais qui se fait entendre, malheureusement. C'est une niche qui se rend de plus en plus visible aussi aujourd'hui. Voilà, on le voit dans l'Amérique de Trump. Exactement, oui. Pour faire le lien, les gens qui se plaignaient de Ghostbusters, par exemple, quand on écoute un petit peu la critique féministe contemporaine, on voit, là je fais une digression, mais oui. Ça vient...
On l'a vu monter dans le jeu vidéo il y a quelques années avec le mouvement Gamergate. Ouais. Ces espèces de, j'ai envie de dire, de fanboys qui ont tourné très très mal et qui ont décidé que le jeu vidéo c'était pour les mecs et point barre. Et qui finalement, au travers de la culture, se sont lancés pour certains dans un engagement qui est politique. Ce sont des gens qui ensuite ont soutenu Trump par exemple. Oui. C'est ce type de mouvement qui infecte un petit peu la culture populaire contemporaine. Et pourquoi on le voit peut-être plus aujourd'hui? Parce que justement de l'autre côté il y a progression et du coup il râle beaucoup plus fort. Oui, je pense que c'est lié. Après, pour revenir peut-être un peu plus sur la série, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose par rapport à cette population-là, le fait que Jodie Whittaker, parce que oui, donc je ne sais pas si on a mentionné que c'était Jodie Whittaker qui prenait le relais maintenant, voilà. Alors, nouvelle régénération donc du Docteur, nouvelle régénération de la série complètement, puisque Steven Moffat s'en va. D'après les rumeurs, Murray Gold s'en irait aussi. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si ça a été confirmé ou pas. Le compositeur de la série depuis 2005. Jodie Whittaker arrive avec Chris Chibnall donc comme showrunner. Chris Chibnall qui avait écrit quelques épisodes pour Doctor Who qui n'ont pas été. J'ai la liste là. Les épisodes qu'il a écrits pour Doctor Who n'étaient pas transcendants sous l'ère Moffat, mais en revanche, il a acquis beaucoup de notoriété pour Broadchurch, dans lequel il avait réuni un casting assez impressionnant. Bon, il y avait David Tennant, il y avait pas mal d'anciens de Doctor Who aussi, il y avait David Bradley dans la première saison, et surtout, il y avait Jodie Whittaker dans un des rôles principaux. Donc c'est là que la connexion s'est faite. Et je pense que... Alors, on ne sait pas exactement ce que va devenir la série avec Chibnall aux commandes, parce que c'est vrai que Broadchurch c'est bien, les épisodes qu'il a écrits pour Doctor Who se regardent mais sont pas fantastiques, donc on peut pas vraiment se prononcer là-dessus. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de choix d'actrice, Jodie Whittaker, c'est pas non plus un choix de base, quoi. Je veux dire, c'est comme une actrice qui a une certaine renommée et qui sait ce qu'elle fait, et qui surtout a une... Si Russell T Davies a eu une pression sur les épaules quand il a ramené la série, Jodie Whittaker a un problème qui est tout autre, à savoir, elle ne doit pas défendre son jeu d'acteur, parce que pour l'instant, on ne sait pas comment elle va se comporter en tant que docteur. Elle est obligée de se défendre sur son genre. Et là, c'est quelque chose qui est totalement nouveau dans Doctor Who. À savoir que jusqu'à maintenant, on défendait l'âge du docteur, on défendait son apparence physique, on défendait cela en disant, mais vous allez voir, quand il va commencer à jouer, il va être accepté. Effectivement, il était... À partir du moment où le docteur se retournait vers la caméra et disait dans le premier épisode I am the Doctor, tout le monde acceptait, tout le monde était fan et c'était fini. Tandis que Jodie Whittaker, il y a un mouvement qui est, ses premières interviews ont été justifier le fait qu'elle est une femme. Et c'est effectivement quelque chose d'assez nouveau. Donc j'ai vraiment hâte, pas tant de voir sa régénération que de voir son premier épisode complet en tant que docteur, pour voir la mise en place de la chose et voir si les gens vont vraiment continuer à être aussi... Moi, j'espère juste qu'elle va courir. Parce que ça me manque les docteurs qui courent. Capaldi court pas beaucoup. Tennant Capaldi a fait du cheval, Capaldi s'est battu avec une cuillère. Il a fait contre Robin des Bois, il faut le préciser. Il a moins couru. Mais c'est aussi l'âge qui veut ça, je pense. Mais j'avoue, l'air Tennante, avec son grand manteau, voilà. Jodie Whittaker a un costume. Alors je ne sais pas si vous avez vu la photo officielle du costume de Jodie Whittaker, qui est aussi assez le retour du très long manteau avec un peu des clins d'œil à tous les différents docteurs au niveau du choix du costume. Donc je pense qu'on retrouve sur un docteur jeune. Jodie Whittaker a 35 ans, donc on va se retrouver vers quelque chose de beaucoup plus actif, je pense. J'espère. Moi, je veux une confrontation avec Missy, s'il vous plaît. Ça, je sais pas ce que ça va donner. Assez exceptionnel. Une confrontation avec Riversong serait intéressante. Oui, c'est vrai. Oui. Alors là, ça va en faire criser plus d'un encore. Alex Kingston a demandé déjà, dès qu'elle a su que c'était Jodie Whittaker, elle a dit je veux revenir. Je veux que Riversong rencontre son mari qui est devenu maintenant sa femme, quoi. Voilà. Oui, effectivement. Oui, Riversong qui elle aussi donc voyage à travers l'espace et le temps, mais pas en même temps que le docteur, donc ils se rencontrent toujours dans le désordre. Effectivement, déjà il y avait le côté elle-même. On parle du vieillissement des acteurs, mais il faut parler aussi de celui des actrices qui est souvent moins toléré. C'est-à-dire qu'un acteur a le droit de vieillir, une actrice beaucoup moins. Et Kingston, lorsqu'elle revient, c'était même justifié à l'intérieur de la série à un moment après sa régénération. Elle dit je vais m'amuser à rajeunir progressivement, ça va faire flipper les gens, puisque le moment de sa régénération est vu assez tard dans la série, alors qu'elle apparaît beaucoup plus tôt,
Effectivement, à ouais. la fin de sa régénération. Et ce serait intéressant de voir aussi Graham Dickinson. Peut-être préciser qui est River Song pour les Ah, oui. Bah, River Song, spectateurs donc qui nous c'est, écoutent. on l'a dit, l'épouse officielle du docteur, parce qu'ils se sont mariés dans les dernières saisons, là, il y a quelques années. Mais c'est surtout donc la fille des compagnons du docteur, donc c'était Amy Pond et Rory, qui est donc voilà la grosse révélation, c'était qu'ils avaient un enfant et que bon, elle était kidnappée, etc., et que le silence l'utilisait pour le retourner contre le docteur. Et c'est aussi une archéologue et qui voyage dans le temps. On parlait voyage dans le des temps femmes aussi, qui voyagent dans le temps. Voilà. C'est avant Oui, le docteur, tout à fait. il y a River Song qui elle River aussi Song voyage dans le temps. temps, effectivement. Ouais. Moi, j'ai un peu plus peur de Chris Chibnall en fait. Voilà, Je sais la pas du tout grosse, comment l'attendre. la grosse interrogation, c'est Chris Chibnall. C'est pas tant Johnny Whittaker ou le fait que le docteur soit une femme. C'est vraiment que va devenir la série maintenant qu'il a les pleins pouvoirs. Ça Après, fait 5 ans. je pense pas que la BBC prendra énormément de risques s'il voit qu'il y a des... Il y a énormément d'argent en jeu maintenant. C'était peut-être pas le cas en 2005 quand la série est revenue. Si ça marchait pas, ils pouvaient annuler le truc très rapidement, ça leur aurait rien coûté. Tandis que là maintenant, entre la connexion avec BBC America et tout le reste, il y a énormément de gens qui suivent. Oui. Je pense pas que la BBC prendra le risque de voir la série s'effondrer s'ils voient qu'effectivement il y a... Mais je au pense niveau que de la critique. c'est Broadchurch, sa carte de visite finalement. C'est Broadchurch qui a fait que Chibnall se retrouve aux commandes, très clairement. Parce que ça fait Il a 5 ans que il a acquis une notoriété vraiment impressionnante très vite grâce à cette série-là. il a été tenu à l'écart de Doctor Who en fait à cause de Broadchurch. Bah oui, parce que du coup, il était vraiment, c'était son bébé, quoi, Broadchurch. Donc il y a passé beaucoup de temps. Il écrit la totalité des épisodes. Voilà, c'est sa série à lui. Donc ça lui a pris quand même pas mal de temps. Donc ça explique aussi pourquoi ces dernières années, Chibnall n'était pas forcément plus impliqué que ça dans Doctor Who, à part ponctuellement un épisode. Quand on pense que Moffat gérait Sherlock et Doctor Who, ça va se demander quand il dormait ce mec-là. Oui, c'est vrai que Moffat a repris Doctor Who au moment où il lançait Sherlock aussi. Mais bon, il gère Sherlock avec Mark Gatiss, donc c'est vrai que Oui. le poids du bébé est partagé. Après, oui, c'est vrai qu'on peut conjecturer, mais c'est vrai qu'à part ça, la seule chose qu'on peut dire avec certitude, c'est que ce sera une toute nouvelle série. Voilà. Oui, mais ça va être un nouveau cycle de régénération Oui. de la série complète. Oui, oui, oui. Comme on l'a pu le voir de manière plus synthétique avec les deux derniers showrunners qu'on a eu, de Russell T Davies à Steven Moffat, on a eu, comme tu le disais, Florent, des gros changements en termes de même ne serait-ce que de photographie. On a le passage à la HD, on a un budget qui est de plus en plus important, on a des effets spéciaux qui sont de plus en plus impressionnants aussi. C'est Moffat qui a permis aussi d'aller à ça, parce que la BBC a donné beaucoup plus de budget, parce que la série prenait de l'ampleur. Il y a eu la connexion avec BBC America qui a fait ils ont aussi commencé à embaucher des vrais auteurs, Neil Gaiman débarque, des vrais réalisateurs un peu plus talentueux. Voilà. Donc, après, quant à le fait que le docteur devienne une femme et que ça gêne, on en parlait hier, on a tendance à oublier, enfin ces gens ont tendance à oublier ou ne savent pas peut-être que la série a depuis le début finalement cette ouverture que n'ont pas ces gens. Quand la série commence en 1963, elle est créée par Sidney Newman qui est un vieux de la vieille de la télévision dans les années 60, mais surtout il confie ça à Verity Lambert qui est la seule femme productrice de la BBC et qui a 28 ans. Donc c'est assez rare pour être cité, d'autant plus que le premier réalisateur des premiers épisodes, Waris Hussein, est d'origine indienne, homosexuelle. Donc on est en 1963 en Angleterre, c'est quand même une femme productrice d'un show de science-fiction avec un réalisateur indien coloré et homosexuel. Je veux dire, on a la totalité. On ne pouvait pas aller plus loin pour les Anglais en 63. Je pense que c'était la limite du tolérable déjà. Et pourtant, ça a marché. Je veux dire, ça a choqué personne. Ces dernières années, on avait Rachel Talalay comme réalisatrice de pas mal d'épisodes aussi. Elle a fait un boulot superbe. Il n'y a rien à redire sur les épisodes en termes de réalisation, mais des femmes réalisatrices, c'est assez rare pour être nommé, des femmes réalisatrices à la télé d'épisodes de science-fiction, parce qu'elle a réalisé aussi un épisode de Sherlock, je veux dire, c'est quand même assez, c'est assez rare, c'est propre à la série aussi. Donc. Oui, on sentait ce côté aussi, cette préparation à l'arrivée de la docteur, je sais pas comment dire en français, du coup ça va être problématique. Je pense que le docteur, oui, je sais pas. Alors il y en a qui préfèrent qu'on féminise tout, il y en a d'autres qui préfèrent, ça dépend, qu'on évite de féminiser pour montrer qu'il y a un équilibre entre l'homme et la femme, donc on verra exactement comment ça va. Mais du coup,
Bill, Billy, suivant les surnoms, qui est une compagne qui elle aussi est une femme noire, homosexuelle. Et homosexuelle, effectivement. Oui, c'est la première compagne ouvertement homosexuelle. Qui amène déjà ce côté un petit peu... Et qui a été très bien accepté d'ailleurs. C'est très bien accepté, Il n'y a tout à fait. absolument aucun commentaire désobligeant à ce sujet-là. Je pensais que ce serait un peu plus difficile, mais non. Oui, non, c'est bien passé. Mais finalement, elle se retrouve... mais on va rejoindre un peu ce que tu disais sur les femmes fortes, Clément. C'est-à-dire que pour les personnages homosexuels à la télévision, souvent il y a ce qu'on appelle le cliché, le bury or gaze. C'est-à-dire qu'un personnage qui sort du cadre hétérosexuel, souvent n'en a pas pour longtemps. Et c'est plus ou moins, je ne vais pas trop spoiler pour nos membres du public, mais c'est plus ou moins ce qui arrive à cette compagne. Et pareil pour la future docteur, j'ai un peu peur qu'on en vienne à un personnage de femme forte superficielle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de femmes effectivement dans les séries, mais des gens comme Chérie Inès par exemple expliquent que notamment dans la SF, on a ces personnages de femmes fortes qui sont fortes surtout physiquement, mais qui finalement sont toujours ramenées à des clichés féminins. À un moment, hop, elle tombe enceinte et tout de suite, c'est l'instinct maternel parce que c'est une femme, machin. On en revient à des clichés assez tradis. Et c'est ce qui attend tout personnage féminin encore de nos jours. On fait tout un foin des femmes fortes, mais il faut creuser un peu et voir s'il n'y a pas toujours un cliché qui revient par la porte de derrière. Et c'est ce qui m'inquiète un peu peut-être avec cette docteure, c'est est-ce qu'on va arriver à dépasser ça et proposer un personnage qui s'affranchira plus ou moins je pense que le seul moyen de traiter ça de manière absolument neutre, sans prendre en compte le fait que ce soit une femme, c'est de continuer d'écrire Doctor Who comme si c'était Doctor Who. C'est-à-dire que le docteur, c'est le docteur, que ce soit une femme, que ce soit un homme. À la base, il n'est pas genré, quoi. Enfin, quel que soit son âge, quel que soit, je veux dire, ça aurait pu être un acteur de couleur qui aurait pris le relais, ça aurait pas changé grand-chose fondamentalement. Même s'il y en a qui ont rigolé quand même. Oui, non, mais il y en a qui ont rigolé, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens gueulent parce qu'ils savent faire que ça. Par définition. Il y en a qui se font chier et qui passent leur temps à gueuler sur Internet. Il y en a d'autres qui ont un boulot et qui voilà. Et qui gueulent aussi sur Internet. Et qui gueulent aussi sur Internet, ça n'empêche pas. Bref, ce que je disais, c'est que si on continue d'écrire finalement Doctor Who en partant du principe que le docteur c'est juste le docteur et que ce soit une actrice qui joue le rôle, mais elle va le jouer à sa façon, je veux dire. Quoi qu'il arrive, l'essence même du docteur, comme pour Missy, on le disait, quand le maître est devenu Missy, l'essence même du personnage est restée. Quoi qu'il arrive, on est passé de John Sim. Je trouve que le personnage est encore plus savoureux. Oui, parce que du coup, Michel Gomez apporte quelque chose qui est de sa propre performance d'actrice derrière. C'est le fait que c'est ce qu'elle apporte elle. Donc Jodie Whittaker va avoir aussi quelque chose à apporter au personnage du fait que c'est une femme. Mais il faut pas écrire le personnage comme si c'était une femme, parce que sinon, effectivement, on va tomber très très vite dans des stéréotypes, dans des clichés, surtout si c'est... Alors malheureusement, surtout quand c'est des hommes qui vont écrire pour les femmes, très souvent on tombe dans le cliché, parce que les hommes ne savent pas écrire pour les femmes, il n'y en a pas nombreux qui savent écrire pour les femmes. Le plus simple, c'est d'écrire le personnage comme si c'était un personnage, quoi. Le fait que ce soit un homme, une femme, voilà, c'est anecdotique finalement. Oui, il va y avoir des références au fait que c'est une femme, ça va forcément entrer dans le... Voilà, mais je pense que le moyen le plus efficace de traiter ça, c'est de ne pas entrer dans les... de pas faire tout un psychodrame à propos de ça, quoi. Tout à fait. Puis de toute façon, des personnages de femmes dans Doctor Who, même sans parler du docteur justement, ne serait-ce que sur les compagnes, je veux dire, chacune des compagnes du docteur est exceptionnelle dans sa catégorie. Autant, je trouve que celle qui a l'évolution, une des plus fortes évolutions, c'est quand même le personnage de Rose Tyler, qui au départ était quand même, comment dirais-je, dans une position de spectatrice qui a du mal un petit peu à comprendre ce que c'est que ce personnage complètement fou, complètement tourbillonnant, puis qui va devenir un élément à part entière d'une force armée qui va défendre les intérêts de la Terre. Et je veux dire, tu considères Martha, tu considères Clara, c'est des personnages incroyables dans leur écriture. Clara, c'est quand même la fille qui a tout vu, c'est la fille impossible. Donc voilà, c'est quelque chose. Et ce qui est intéressant, même si tu l'as dit Florent, on est aujourd'hui dans quelque chose qui est plus sexualisé qu'avant, je trouve que la série n'a jamais trop versé dans le côté séduction justement. Peut-être parce que le docteur n'est pas fait par essence pour tomber amoureux. Alors il y en a eu des petits jeux de séduction, des petits trucs un peu marrants, ou même le moment où Rose transgresse un peu le fait qu'elle va rester avec une version de Tennant dans son univers à elle.
Qui était Mais- personnellement le moment de la romance entre David Oui. Tennant et Rose qui Voilà. m'a le plus gonflé. Oui, Parce que je trouvais l'histoire d'amour beaucoup plus spectaculaire quand elle s'achevait en queue de poisson en fait. Oui, À c'est partir ça. du moment où on va donner un happy ending avec un clone ça. du docteur qui va C'est ça. devenir Oui, humain oui, et qui oui. va quand même réussir à avoir Ouais. une belle vie avec. Donc là, Ça va, quoi. c'était peut-être pas le point le plus capital de la série, le plus mémorable, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, pour l'instant en tout cas, espérons que ça dure, on n'est jamais trop tombé dans ce jeu de séduction, dans la mièvrerie. Donc c'est quand même quelque chose qui doit être souligné, je pense. C'est qu'on a eu vraiment des personnages genrés, très bien écrits, et on tombe pas forcément dans les clichés habituels et intempestifs. J'irai pas jusque-là. Ouais. Bah, Soudain, Moffat, pas tout le temps en tout cas. je mais- trouve que Moffat avait lui-même, il a quasiment reconstruit un cliché qui lui est propre, c'est le cliché de la femme mystérieuse. C'est-à-dire que Oui, c'est vrai. le personnage féminin, mais là je cite une critique que j'avais vue sur Internet, je ne me souviens plus où je l'ai vue, mais cette idée que Madame de Pompadour, Amy Pond, Clara, ce sont toutes des femmes qu'il a d'abord rencontrées enfant, et dont notamment pour Clara, il va stalker son enfance, il va la surveiller quand elle est enfant. Ouais. Il y a ce côté un petit peu, limite un petit peu creepy, un petit peu inquiétant dans son rapport au personnage Ouais. féminin. Et la femme est toujours un mystère à dénouer pour une figure masculine. Et il ne faut pas oublier que le docteur, bien sûr, Jodie Whittaker, ce sera la docteur, on l'écrira d'abord en tant que Time Lord, Time Lady, qui va sauver des gens, mais il ne faut pas oublier que la figure du docteur, qu'on le veuille ou non, elle est quand même pétrie de tous ces petits clichés de la figure masculine du patriarche Ouais, qu'il faudra évidemment, peut-être ouais. lentement déconstruire et qu'il va falloir négocier. Oui, chez Capaldi, c'était très net, notamment. Cette figure imbue d'elle-même est complètement patriarcale. Parce que du coup, c'est le début d'un nouveau cycle de régénération et que pour un peu célébrer ce nouveau cycle, c'est vrai qu'ils sont repartis sur le clin d'œil à William Hartnell avec un docteur un peu similaire. Oui. Donc là, on part sur quelque chose maintenant de radicalement différent. Il faut voir comment ça va évoluer. Après, c'est vrai qu'effectivement, les personnages féminins sous l'ère Moffat sont... Il arrive effectivement qu'ils soient un peu, certaines situations sont un peu clichés. Moffat a d'ailleurs récemment, il s'en est rendu compte, hein, ça fait 7 ans qu'il est aux commandes du show, donc maintenant il a suffisamment de recul sur les premières saisons pour se rendre compte de ce qu'il a fait bien et mal. Et il expliquait récemment qu'il regrettait notamment la séquence dans laquelle Amy Pond embrasse le docteur Matt Smith, elle lui saute littéralement dessus, et il regrette fondamentalement cette séquence-là. Il dit si je devais la refaire, je l'effacerais, je ne garderais pas cette séquence-là. Disons que ça a été tourné en dérision par la suite, effectivement, mais c'était peut-être pas vital, effectivement, comme séquence. Mais... Non, mais c'est bon. Après, c'est pas dramatique, mais Non, mais je pense malgré pas. tout, le fait qu'il ait maintenant assez de recul, peut-être aussi au contact de certaines personnes Oui. qui lui ont fait peut-être influencer sa façon de penser, sa façon d'écrire, ça a un peu évolué. Mais c'est vrai que les personnages féminins, pourquoi on avait toujours une fille, une femme compagnon, parce qu'on avait un homme en face, donc il fallait créer un équilibre. Là, on se retrouve avec Jodie Whittaker. Je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux compagnons. On va en avoir 3, dont un homme d'un certain âge et un duo homme-femme. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Mais là, on repart quand même sur quelque chose de 3 compagnons, dont un homme d'un certain âge. Donc voilà, il y a une toute nouvelle logique, un tout nouvel équilibre qui va se mettre en place. Voir comment ça va évoluer, quoi. Oui. Ah, mais il est certain que Moffat a fait lui-même énormément de travail pour préparer cette arrivée. Ah C'était oui, pas oui. gagné Non, au départ. il a fallu préparer le terrain. Oui. Et maintenant, en fait, effectivement, on a le recul nécessaire pour se rendre compte que ça fait des années qu'il commence petit à petit à mettre en place les paliers qui vont permettre de faire accepter ça, Oui. si ce n'est par la BBC, au moins par le plus gros du public. Rappelez-vous une des premières phrases de Matt Smith, alors qu'il vient de se régénérer, qu'il ne se voit pas, Long hair, I'm a girl, I'm a girl. Donc c'est déjà pressenti à ce moment-là, c'est vrai. C'est marrant, parce que ça s'est pressenti, et en même temps on peut le voir de façon complètement puérile, c'est-à-dire le côté Les cheveux longs, Ouais, sont cheveux longs l'archétype égale fille. ouais. Et ça c'est l'écriture de Moffat, c'est-à-dire qu'on peut toujours la voir de 2 façons différentes. On peut la voir de ah ouais non quand même personnage de femme forte, et on peut aussi creuser, regarder l'envers et se dire ah ouais mais en fait c'est aussi un peu tradit. Voilà. Et il y a un site comme Whovian Feminism qui a notamment relevé toutes les sorties de Moffat, il en a eu beaucoup, il s'est un petit peu amélioré,
mais aussi tous ces Ça s'agit avec le temps. Ouais. ces petites choses qui sont très ambiguës, et c'est un peu ça en fait qui m'inquiète véritablement avec ce qui va arriver avec l'ère Jodie Whittaker. C'est tous ces petits passages ambigus où peut-être que le personnage incarné par Jodie Whittaker ne va pas réussir à complètement se sortir de ce rôle qui a été dominé par des figures masculines pendant plus de 50 ans. Il y a une vraie redéfinition du personnage qui va être nécessaire. Comme tu le disais, donc pour sortir de cette figure patriarcale qui avait tendance justement à prendre par la main le compagnon, habituellement une fille plus jeune que lui, ou dans le cas de Matt Smith, à peu près le même âge, de la prendre par la main et de la protéger, de l'accompagner. Là, on renverse complètement la situation. C'est une femme qui se retrouve avec d'autres compagnons, dont un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Donc, Après, il y a plusieurs écoles. Soit ils vont s'en amuser adroitement, soit ils vont commettre effectivement des maladresses. Il y a de fortes chances pour que la situation soit désamorcée par un gag très vite au moment de la régénération, à Noël, pour que les gens partent sur une note un peu plus humoristique. Derrière, il va y avoir énormément de travail au niveau de l'écriture, par contre. Oui, ça y a des chances. Mais... seul l'avenir nous dira comment ça va évoluer. Oui, le jeu d'acteur. Mais si effectivement on a pu voir, on peut être rassuré par le fait déjà que quand on voit l'évolution du maître en Missy, ça s'est plutôt bien passé, donc il n'y a pas de raison non plus. Et c'est marrant parce que justement l'évolution du maître en Missy, personne n'a rien dit. C'est beaucoup mieux passé, et là la régénération du docteur elle-même, ça a pourquoi posé parce d'autres que problèmes. Mais parce que justement c'est une figure patriarcale, c'est une figure de protectrice, et la sortie de Peter Davison, le 5e docteur, qui est le seul des anciens docteurs encore en vie qui a fait une remarque un peu pas désobligeante, mais je pense qu'il s'est juste très mal exprimé, où il a dit mais jusqu'à maintenant c'est vrai que le docteur c'était un modèle pour les petits garçons, et là ça va plus être possible. Je pense qu'il cherchait à souligner cette figure patriarcale. Voilà, je pense que c'est ça. Il s'est mal exprimé. Bon, je trouve que c'est Tom Baker qui l'a dit. Certains qui ferait mieux de la fermer. Donc, Tom Baker, qui est quand même le plus âgé du groupe, et l'un des plus ouverts au changement. Oui, puisque le docteur a aussi été un modèle pour les petites filles. Et du coup, Jodie parce Whittaker que sera un modèle pour les petits garçons. Voilà, c'est pas parce que, en fait, un petit garçon peut avoir un modèle. Quand j'étais gosse, je sais pas, Hélène Ripley dans Alien, c'était un de mes modèles aussi, alors que c'est une femme, ça change rien. Voilà. Alors, est-ce qu'on passera d'une figure patriarcale à une figure matriarcale, justement? Je sais pas. Après, la nature même du docteur veut que ce soit une figure protectrice. Donc, quoi qu'il arrive, on va retrouver ces thèmes-là. Mais c'est sûr qu'on va pas se retrouver avec Jodie Whittaker qui va s'enfermer dans sa cuisine et faire à manger. Mais tout dépend comment c'est amené. Non, je pense qu'il ça m'étonnerait. Je pense qu'ils ont tout intérêt à éviter ce genre de vannes, de gags. Et d'ailleurs, en termes d'ambiance, vous qui avez peut-être vu Broadchurch, moi je ne l'ai pas vu, qu'est-ce qu'on peut attendre peut-être de Chibnall et de Whittaker? C'est très très dur, Broadchurch. C'est plutôt policier. C'est policier, mais c'est surtout, outre le fait que ce soit policier, c'est très sombre, c'est très dur, avec la mort d'un petit garçon, et en fait dans une communauté assez réduite, et donc c'est très violent, parce qu'il y a l'idée de la pédophilie qui entre en jeu, l'idée que le coupable c'est peut-être ton voisin, voilà, c'est très dur. Il y a une ambiance assez parano qui se met en place. J'ai beaucoup aimé, c'est assez bien foutu pour ça. Il a été capable de développer quelque chose d'assez sombre et d'assez flippant. Il y a vraiment des moments, et puis Jodie Whittaker, gros chapeau en termes de performance, parce que c'est la mère du garçon qui meurt, donc elle porte ça sur les épaules depuis le début de la première saison, l'évolution de la mère de famille qui est confrontée à la mort de son fils et qui tombe enceinte derrière au même moment, cette relation avec sa propre grossesse, le fait que ce gosse va remplacer l'autre qui a disparu, voilà, il y a énormément de travail qui est fait là-dessus. C'est pas mal du tout, franchement, ça vaut le coup d'œil. Ça annonce je sais pas comment Chibnall va... Peut-être que Chibnall peut amener quelque chose, voilà, s'il reste sur ce niveau d'écriture, il peut... Voilà, si on se fie exclusivement à ce qu'il a écrit pour Doctor Who, on peut se dire où ça va aller. Mais vu ce qu'il a été capable de faire sur Broadchurch tout seul, je suis assez confiant pour ça. Je regardais sa liste rapidement. Les derniers épisodes qu'il a écrits, c'était en 2012. C'était Dinosaur on a Spaceship. Les dinosaures sur le Il y avait vaisseau. David Bradley à l'intérieur d'ailleurs, Voilà. Première apparition de David Bradley dans Doctor Who. Et puis l'épisode avec les cubes, The Power of Three. Oui, qui était assez bizarre. Qui était
pas, ouais, qui a pas cassé, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Non. Mais le dinosaure dans un vaisseau spatial était assez fun pourtant. Oui, et je C'était pense fun. qu'on se souviendra longtemps de la performance de Capaldi qui, en pleine époque médiévale, débarque avec une gratte. Voilà. Sur un char d'assaut. Ouais, C'était merveilleux. Eh bien, il me semble que c'est une bonne, Bonne façon une de conclure, façon de ouais. conclure les choses. Hein. C'est peut-être pas la peine qu'on s'étende plus. Vous l'avez compris, je pense qu'on pourrait partir encore longuement sur cette série dont on n'aura jamais fait le tour parce qu'elle n'est pas finie et à mon avis, elle n'est pas prête de se finir. On souhaite bonne chance à Jodie Whittaker. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci au public qui s'est déplacé aujourd'hui En nombre. en nombre pour nous voir. Merci aux éditeurs de Campus Grenoble qui suivront cette émission. Merci à vous tous de nous suivre depuis 2 ans. Bon anniversaire Pop en Stock France. Alors cette année, on n'a pas de gâteau. On a un gâteau l'année Oui, mais bon, la dernière fois on a fait ça dans un resto. oui, donc forcément il y avait du la dernière gâteau. fois on était au Café des Jeux, oui c'est sûr. Donc forcément on n'a pas de gâteau avec des nounours qui font des trucs dégueulasses. Mais du coup, voilà. Pas tout à voir. Merci, tout à fait. Merci à vous. On de a un nous bel suivre amphi vide. depuis- un bel amphi où ça résonne. Merci à vous de nous suivre depuis ces 2 ans. Et puis si vous nous avez découvert, bienvenue à vous. Nous, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup Florent d'être venu avec D'avoir nous partager- affronté la SNCF. D'avoir pour venir affronté la jusqu'à SNCF. Grenoble. Mais merci à vous. On va affronter la SNCF et j'espère que cette collaboration, bien que tu sois un peu loin, ne sera pas la dernière que nous ferons. Je l'espère aussi. Jonathan, merci à toi, et ma foi, parce qu'on se supporte depuis 2 ans. et c'est- Oui. Puis en plus cette émission était bien parce que j'étais libéré de la réalisation. Oui, merci à Chris. Merci à Chris. Merci à Chris pour l'investissement que tu as mis dans ce projet, dans cette émission et dans la captation de cette émission pour la réalisation. Ça nous fait très plaisir. Et du coup, voilà, ma foi, on se retrouve en décembre, les Décembre. amis. Hein, et C'est bientôt pour, Noël. Pour une petite émission un peu relax, parce qu'il paraît que j'ai une thèse à soutenir, tout ça. Donc, on va se faire un petit pop storming. Vous savez qu'on avait lancé le concept avec les années 90. Là, on va s'interroger sur les années 2000. Et je pense qu'il va y avoir des trucs à dire aussi, hein, en termes de culture pop. On ne se fait pas de soucis. En attendant, un petit jingle final, Jonathan, j'imagine. Oui. Je ne me souviens Voilà. plus duquel, on verra bien. On ne se rappelle plus duquel, c'est merveilleux. Mais non, cette émission ne va pas être post-produite. Quelle idée. Enfin. Allez, à la prochaine, les amis. Et restez bien branchés sur Campus Grenoble 90.8. Salut à tous. À plus. Okay. One more, just one. Is this world protected? Because you're not the first lot to have come here. Oh, there have been so many. And what you've got to ask is, what happened to them? Hello. I'm the Doctor.